Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour les amis et bienvenue à la table de la nuit américaine. J'espère que votre été se prépare bien et que vos vacances approchent. Mais un conseil, ne soyez jamais trop loin d'une salle de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a déjà? Pourquoi tu rigoles? Vous n'êtes pas à l'abri d'y voir un bon film cet été et sinon vous aurez profité de la clim et par les temps qui courent. Ce n'est pas du luxe. Alors aujourd'hui, c'est Miloš Forman et son film Vol au-dessus d'un nid de coucou qui intéresse l'équipe de la nuit américaine avec à l'affiche de ce film sorti en 1975, Jack Nicholson, Louise Fletcher, Will Sampson, Danny DeVito et Christopher Lloyd. En deuxième partie d'émission, on ira à la recherche du prochain Michael Jordan avec Adam Sandler en vous parlant du film de Jeremiah Zagar, Le haut du panier, disponible actuellement sur Netflix. Avec à l'affiche le basketteur espagnol Juan Herman Gomez, Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster et le géant serbe Boban Marjanovic. C'est comme ça, Mathieu, que ça se parle? Ouais, oui, ça se parle. Ça se parle comme ça. Oui, ça se parle comme ça. Bon, en même temps, c'est un caméo qu'il nous fait, mais oui, mais bon, il est là. Mais il est là. Et Boban, c'est une sacrée présence. Ah bah, tu vois. Alors, nous terminerons cette rubrique Actu en allant faire un tour dans le sud-ouest de l'Angleterre pour y observer les tourments de Jessie Buckley, alias Harper Marlowe, dans le film Men de Alex Garland, sorti en salle le 8 juin dernier. Et en fin d'émission, vous n'échapperez pas à la traditionnelle rubrique des coups de cœur. Et pour animer cette émission avec moi, je suis accompagné de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. De Éléonore. Bonjour Éléonore. Bonjour. De Thomas. Bonjour Thomas. Hello Mike. Et de Julien. Bonjour Juju. Salut Mike. Ça va ? En fait, je vous raconte la vérité, il se moque de moi à chaque fois que je fais des lancements. Non, pas à chaque fois que tu fais des lancements. À chaque fois que tu fais des lancements qui durent 3 plombs parce que tu dois y reprendre à 10 fois. C'est vrai ? Mais c'est vrai. Non, pour le coup, tu étais très bon. L'exercice est quand même difficile. C'est vrai ? Non, merci. Non, mais tu fais ça très bien. Oui, il est très bon. Il est très bon. Allez, on commence. Alors Mathieu, tu prends la parole parce que tu voulais faire un petit aparté en préambule de cet épisode. Ouais, rapidement rendre un hommage à Jean-Luc Trintignant qui nous a quitté le 10. Il nous a coûté très cher. Il nous a coûté aussi très cher. C'est vrai. Non, soyez un petit peu respectueux. Il n'y a pas que moi qui bégaye. Non mais moi je peux bégayer parce que je me lève tôt le matin. Je veux raconter ma vie d'abord. Non mais hommage à Jean-Luc Trintignant qui donc nous a quitté le 17 juin dernier. Je pense que vous avez tous entendu à la télé, il y a eu plusieurs hommages, ils ont parlé beaucoup de sa filmographie, c'est un des grands monuments du cinéma français qui nous a quittés. Je voulais juste revenir moi sur une partie qui est rarement en fait évoquée dans les médias au niveau de sa filmographie, qui est quand même hyper intéressante et très riche. C'est toute la partie en fait, disons, déjà propre au cinéma italien, mais au cinéma de genre en général. Parce que Trintignant faisait ce qu'il disait principalement dans les années 60. Il tournait un film en France, il allait tourner 1 voire 2 films en Italie par la suite. Donc rapidement, pour reprendre en fait les bases, on a commencé à connaître, à découvrir Trintignant avec un film qui s'appelle Et Dieu créa la flamme de Roger Vadim. On est en 56. Alors peu se souviennent de lui, enfin si, ceux qui ont vu le film, mais c'est surtout le film qui a révélé Brigitte Bardot. Donc le mythe bébé est né avec ce film-là. Mais il y avait un comédien déjà exceptionnel qui s'appelait Trintignant à ce moment-là. Il y a le film qui l'a fait connaître dans le monde entier, c'est le film de Lelouch, donc Un homme et une femme, qui lui sort en 66. Donc ce sont vraiment, ces deux figures principales de sa filmographie que tout le monde connaît. Un homme et une femme, ça a été diffusé aux États-Unis. C'est même un film qui lui a permis d'avoir une entrée à Hollywood pour faire quelques films. Des films relativement mineurs, ça n'a pas été forcément concluant. Mais par contre, donc comme dit, il a une carrière italienne qui est très intéressante, qui moi me passionne. Aussi bien des comédies, il a tourné chez Dino Risi qui s'appelle Le Fanfaron. Il a tourné
Dans la même année, en 1968, La mort a pondu un œuf de Giulio Questi, qui est un giallo très atypique, un giallo en fait qui tourne beaucoup aussi sur la question du capitalisme. Parce que voilà, La mort qui a pondu un œuf, forcément il y a une évocation sur les poules. Donc les poules, ce sera les poules et l'œuf, ça va être un peu la symbolique, tu vois, du capitalisme, de comment on renouvelle les richesses et quoi. Et tout ça traité par le biais du giallo. C'est déjà passionnant qu'il y ait cette incursion là dans le giallo en 1968. Je rappelle que giallo, on en parlera d'ici 2 semaines avec Suspiria. C'est surtout à partir de 1969-70 avec le premier film de Dario Argento que ça va prendre en fait véritablement un succès à l'international et principalement en Italie. Mais en 68 déjà il a cette appétence là de chercher en fait des cinéastes différents et des films en fait plus marginaux. Il va tourner donc la même année, on l'a déjà évoqué, aux côtés de Sergio Corbucci, Le Grand Silence. Donc c'est un film qu'on avait plus ou moins en fait traité quand on a parlé de la filmographie de Sollima. Là, il y a Loris qui me montre une magnifique photo. Donc, il joue le personnage de Silence aux côtés de Klaus Kinski. Donc, si vous n'avez pas vu Le Grand Silence, je vous invite à mettre temporairement cette émission sur pause et à louer le film ou à le regarder parce que c'est un putain de chef-d'œuvre. Et il neige. Et oui, c'est très important parce qu'on en a parlé beaucoup avec Ilona. Il y a un cheval. Non, il y en a plusieurs là, je me suis trompé. Oui, alors pour ceux. Donc, Le Grand Silence, il y a de la neige. Mais malgré qu'il y ait de la neige, il y a aussi quelques chevaux. Donc Klaus Kinski comme Jean-Luc Trintignant sont à cheval. Vous avez en 69 un film qui pour lui est très connu, c'est Z de Costa Gavras. Donc voilà, bon ça je ne vais pas revenir là-dessus, ce sont des films majeurs, mais il a continué à tourner aussi chez les Italiens, chez Umberto Lenzi. Umberto Lenzi, il tourne un film qui s'appelle Si douce, si perverse. Pareil, on est vraiment dans le thriller de ce qu'il y a de plus en fait malaisant et un peu machiavélique qui se tournait en Italie. Il va faire le chef-d'œuvre qui, à ce moment-là, en 1970, il considérait lui-même comme son plus grand film. Et je vous invite tous, mais vraiment, c'est comme Le Grand Silence, c'est un putain de chef-d'œuvre, ça s'appelle Le Conformiste de Bernardo Bertolucci. On évoquera Bertolucci aussi dans 2 semaines quand on parlera de Dario Argento. C'est un chef-d'œuvre. On touche aussi au giallo, mais en même temps, on est sur une intrigue aussi extrêmement machiavélique. C'est brillantissime. Mais là, vraiment, quand on parle de chef-d'œuvre souvent galvaudé, ça, c'est un putain de chef-d'œuvre à voir absolument. Il a tourné chez Philippe Labron Sans mobile apparent en 71. C'est aussi un giallo tourné en France. C'est pas courant. Il n'y en a pas eu pléthore. Il y a plein de choses qui vont pas forcément dans ce film. Mais moi, je trouve le film assez passionnant. Donc déjà, Philippe Labro, je sais pas si ça vous évoque quelque chose quand on pense Philippe Labro. On pense plutôt, des essais sur la politique, genre journalisme et machin. Mais il a aussi tourné des films assez intéressants. Il a lui-même, Trintignant, c'est vraiment une curiosité. C'est très compliqué à le trouver. Je crois que Carlotta avait sorti une édition DVD il y a quelques années, un film de 72 qui s'appelle, alors déjà le titre est formidable, le titre c'est Une journée bien remplie, mais le titre complet c'est 9 meurtres insolites dans une même journée par un seul homme dont ce n'est pas le métier, avec Jacques Dufilo. C'est une espèce de road movie où ils vont tuer de manière aléatoire des gens. Quand vous avez l'image de Jean-Louis Trintignant, on va dire le comédien un peu intello du cinéma français, j'allais pas dire classique ou académique, mais on imagine, je sais pas moi, on imagine même chez Truffaut, on imagine ce genre de film-là. Se dire que ce grand monsieur a une carrière en Italie, il a une carrière dans des films de genre pas forcément facile à appréhender, et très très bon, et surtout, c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est un comédien qui a toujours revendiqué en disant que j'en parlais déjà dans une émission précédente, beaucoup de Français ont tourné en Italie, des films italiens de genre, donc des filons, et très souvent, quand on revenait sur leur filmographie, ils éludaient ça. Donc quand ils faisaient des biographies, ils n'en parlaient pas. Je pense à des gens comme Michel Mercier, que j'adore, mais ne parlent pas de ça, parce que pour eux, ils estimaient que c'était c'est pour la basse population, c'est des produits. Et Trintignant, quand tu lui parlais, je me souviens d'une interview qui est formidable, vous la retrouvez encore sur France Culture, pour Mauvais Genre, il parle de l'amour qu'il a eu pour ces films-là, et surtout, il parle d'une chose qu'on évoquera dans 2 semaines, c'est l'interaction qu'il y a entre tous ces grands cinéastes italiens, et que ce soit ce qu'on peut estimer des faiseurs comme des grands artistes, et lui a navigué autour de ça, et dit, j'ai côtoyé des gens extrêmement cultivés, extrêmement intelligents et talentueux quand j'ai tourné en Italie, et c'est pour ça que c'était un véritable plaisir. Donc moi, je fais partie de gens qui étaient très attristés par la mort de Trintignant, pas tant pour sa filmographie qu'on connaît tous, très franco-française, mais plutôt
pour ça, pour cet amour malgré tout, pour un grand comédien d'un cinéma, voilà, un peu bis, un peu genre. Et c'est très rare. Donc voilà. Merci Mathieu pour ce bel hommage que tu as rendu à Jean-Louis. Bah oui, ciao l'artiste. Ciao l'artiste. Allez. Merci Jean-Louis. Alors Mike, tu m'as convaincu. Je voulais rester. C'est une horreur. Je me désolidarise complètement. Donc ça, c'était leur revoir à Trintignant, c'est ça? Oui. Adieu l'artiste. Aïe, aïe, Bon aïe. ben, au revoir, je m'en vais. Salut. Ouais, Et Ray Liotta, il a pas le droit. Il a pas il le a droit pas eu le droit à son Ouais, jingle. c'est vrai. Je le rappelle. C'est vrai. Non, bon, on va parler. Ils sont du pas la film. même filmo. On va parler du film de Milos Forman. Alors, qui veut enchaîner sur Vol au-dessus, Nani? Coucou. Alors déjà, avant de commencer, bah oui, j'ai oublié de faire le petit pitch. Vas-y, pitch-nous. Alors le petit pitch de Vol au-dessus d'un nid de coucou, donc c'est Randall Patrick McMurphy. C'est un repris de justice qui débarque dans un hôpital. C'est une sorte d'hôtel. C'est vendu C'est comme un un petit- hôtel c'est un dans le petit film. hôtel. Un hôpital psychiatrique pour éviter de purger sa peine de prison après avoir été accusé de viol sur mineur. Mhm. Voilà, ça c'est le Entre petit autres, pitch. Ouais, effectivement, tu l'as bien pitché. C'est un mec qui veut essayer d'esquiver. Enfin, on sait pas justement. Ce personnage principal qui est incarné par Jack Nicholson, il est effectivement, il est accusé. Alors, c'est un mec qui a déjà un petit dossier. Hein. Il a des agressions, il a 2-3 trucs, et notamment, effectivement, une suspicion, je crois, d'agression, de viol sur un truc. Bon, apparemment, il s'en cache pas trop non plus. Quand on lui pose la question, et voulant éviter la prison, il pense que la petite peine qu'on lui a, parce que je crois qu'à un moment donné il parle d'un certain nombre de jours, de 68 jours, il croit qu'il va pouvoir esquiver la prison en allant peinard à l'asile, faire chier un peu son monde, et il va se rendre compte que finalement la réalité est assez autre à partir du moment où il a mis les doigts dans l'engrenage, quoi. Donc pour ma part, comme ça c'est fait tout de suite, moi c'est un film qui je l'avais vu il y a longtemps, qui m'avait énormément marqué. Juste comme ça, hein, je sais même pas comment j'ai pu faire ça. Je crois qu'en plus je m'y attendais pas du tout, et ça avait été vraiment une grosse claque à l'époque. Et encore là maintenant de l'avoir regardé maintenant avec un regard plus adulte, un peu différent, ça m'a vraiment touché. Et il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Et voilà. Bon, pour ma part, moi, j'avais jamais vu le film, comme d'hab. Et c'est cool, non? et je me suis prêté le DVD par Mathieu, qui du coup ce DVD tourne. Hein, ça, il a fait une petite tournante. Il est passé chez Il est moi passé et il est chez toujours toi. chez moi parce que je l'ai oublié. Voilà, c'est ça. J'avais beaucoup entendu parler de ce film. On entendait Vol au-dessus d'un nid de coucou à tort et à travers. Enfin, je l'ai Entendu beaucoup. parler juste le titre en fait. Ouais, juste Tu le savais titre. Ouais. qu'on entend ce titre. Oui, mais on sait voilà, pas ce que c'est, on quoi. parlait toujours Ouais. de Vol au-dessus d'un nid de coucou, etc. Et là, j'ai vu le film et après l'avoir visionné, je me suis dit, il est bien, mais qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel pour que tout le monde en parle comme ça? D'accord. Et c'est le questionnement que j'ai. C'est, il est bien, j'ai bien apprécié, mais pourquoi on en parle autant de ce film-là? Et ça, D'accord. c'est le questionnement que j'ai, quoi. Ok. Après, alors, pour ma part, c'était la première fois que je le voyais aussi. Et c'est vrai qu'il a un statut de film culte. Et au départ, j'ai eu un peu la même réaction que toi, Mike. C'est-à-dire que je pense que j'en ai tellement entendu parler que je me suis fait une idée dans la tête et je pensais vraiment me prendre une énorme claque dans la gueule. Et au final, je me suis dit, c'est pas mal, c'est bien. Ouais. Mais après, je me suis dit aussi, il faut peut-être que je me mette dans la place d'un spectateur au niveau à la fin des années 70. Ce genre de film-là, ce genre de représentation de la psychiatrie, de la folie. Après, on développera tous les thèmes qui sont abordés dans le film. Mais je pense sans doute qu'à l'époque, c'était bien Novateur. plus choquant et novateur. On demande Aujourd'hui, on a vu tellement des films que peut-être on est moins facilement surpris. on demande la parole au fond de classe, là. Celui près du radiateur, s'il te plaît. Alors, c'est un tout petit bémol. En fait, il y a un film de Samuel Fuller qui s'appelle Shock Corridor, qui sort en 1963, qui est une immersion en fait dans le milieu psychiatrique. C'est un journaliste qui lui a le désir de choper le Pulitzer et qui, pour choper un tueur qui est enfermé dans un asile, va se faire passer pour un fou pour être dans cet asile psychiatrique. Là, pour le coup, on n'avait jamais vu ça avant. Et le film de Milos Forman détourne un peu ces codes-là. Et là, la claque
qu'ont eu les spectateurs, c'est véritablement, tu vois, avec Shock Corridor, qui les avait un petit peu préparés éventuellement. Nous, effectivement, Shock Corridor, on va pas se mentir, à part quelques cinéphiles, tout le monde a oublié, alors que Vol au-dessus d'un nid coucou, c'est un classique. C'est pour ça, là, tu as raison. Nous, maintenant, quand on regarde Vol au-dessus d'un nid coucou, on est obligé de se mettre dans la position, quand le film est sorti à l'époque, se dire, voilà, est-ce que c'était véritablement novateur ? C'était, on va dire, pas si novateur que ça, parce qu'il y a quand même une frange de certains cinéphiles qui avaient vu quelque chose qui était, pour le coup, en 63. 63. Et est-ce que c'est l'interprétation de Jack Nicholson est-ce que c'est Jack Nicholson qui porte le film ? Parce que je crois qu'il a eu un Oscar, non On en parlera encore après. Ouais. Non, oui, il y a eu 5 Oscars pour le film. Ils ont les 5 Oscars. Non, mais lui, il l'a eu, bien en a sûr. eu, oui, Oui. bien sûr. Après, Lui, faut- Ils sont tous bons, hein. Ouais. Jack Nicholson évidemment, qui joue bien son rôle un peu de fou, mais en même temps on sait très De bien faux qu'il fou, est, quoi. oui, voilà. On n'est pas tout à fait dupe. Et puis t'as Christopher Lloyd aussi qu'on a toujours plaisir à revoir et Danny DeVito. Ouais, moi, c'est Louise Fletcher. Hein. Oui. Tu sais que j'ai lu qu'elle a été castée une semaine avant le tournage du film. Elle a une semaine pour se préparer et pour marquer quand même une partie de l'histoire du cinéma, parce que ce personnage est culte. Pour la petite histoire, vous savez sans doute qu'il n'y a pas si longtemps que ça sur Netflix, il y a une série créée à partir de ce personnage de Ryan Murphy. Et donc elle a vraiment créé un personnage iconique, un personnage de méchant de l'histoire du cinéma. Elle est assez prodigieuse. C'est vrai. Après- Elle incarne bien justement ce côté un peu maléfique qui fait figure d'autorité. Elle est du côté du monde carcéral, quoi. Ah, complètement. Après, Elle veut les tenir sous son joug. Sous un joug de On- bienveillance ouais, au ouais, départ. Un joug de bienveillance, mais pas Alors, tant que ça en fait. Ce qui est disons Ah, De que contrôle. Le contrôle. ce Si qui on peut, juste pour cerner un petit peu tout ça, faut aussi peut-être remettre l'idée de la réalisation de ce film dans son contexte aussi, déjà dans un premier temps tout simplement, et l'idée de Miloš Forman pourquoi il a envie de réaliser ce film, d'où vient ce film, tu vois, du bouquin. À l'origine, c'est un livre, hein, ce qui a été écrit, et donc bon, alors il était relativement différent parce qu'il a été écrit par un gars, laisse-moi juste retrouver son nom, parce que Ken l'histoire Kinsey. ouais, c'est Ken Kinsey, et Kinsey peut-être que ça se Kinsey, dit, je peut-être, peu importe, Casey. Et ce gars-là, dans les années 60, en fait, il va, pour vous la faire courte, pour essayer de gagner un peu de thunes, il va travailler dans un hôpital psychiatrique, il est gardien de nuit, et il va participer aussi à un programme de la CIA, qui est un programme strictement illégal, hein, un programme de la CIA, où il testait des drogues, notamment le LSD. Et lui va participer à ce programme pour, moyennant une certaine somme, je crois que c'est $70 par jour, quoi. Et le gars, il va quand même être complètement sous LSD et il va garder des gens dans un asile psychiatrique, d'accord. Et de ça, il va en écrire un bouquin. Et dans ce bouquin, l'imagerie du livre est folle, hein. C'est-à-dire, par exemple, l'infirmière générale qui est là et la personne de Ratchet, elle est représentée presque comme un dragon dont la fumée lui sort du nez. Quand elle touche le mur, il y a du sang qui coule. Enfin, le gars, il voit des éclairs qui sortent de partout. Enfin, il décrit ça d'une certaine manière. Bref, ce bouquin-là, dans un premier temps, il est repéré par Kirk Douglas. D'accord, Kirk Douglas, il lit ce bouquin, il en achète les droits parce qu'il veut interpréter le rôle principal, et forcément, même Miloš Forman, il va en parler, il va dire que l'adapter comme ça au cinéma, ça va être compliqué pour les gens. Donc il va y avoir tout un chemin comme ça, ainsi de suite, et bon, l'histoire est assez intéressante parce que Kirk Douglas donc veut le faire, aucune major lui filme de pognon. Finalement, il décide d'en faire une scène de théâtre, une scène à Broadway, une pièce qu'il va interpréter. Ça aura très peu de succès, et c'est je crois qu'il va faire, c'est le président Kennedy qui avait demandé à Kirk Douglas d'aller faire pendant la guerre froide, d'aller faire un tour en Tchécoslovaquie, dans les pays de l'URSS, enfin l'URSS et les pays des pays de l'Est, de faire un goodwill tour un petit peu. Et puis c'est là qu'il va justement voir un des films de Miloš Forman, qui est, je crois, Les Amours d'une blonde ou quelque chose comme ça, ou Au feu les pompiers. Ouais, c'est un de ces deux films qu'il a tourné de toute façon en Tchécoslovaquie. Et il va se dire, j'imagine, écoute, personne veut me filer de pognon pour faire ce film, faut que je trouve quelqu'un pour le faire réaliser. Et il va lui proposer le projet. Forcément, Miloš Forman, il est sur le coup, il est assez content, il est tout de suite motivé. Et
le projet ça aboutira jamais. Et c'est quelques années plus tard, je crois 8 ans plus tard, que le fils, Kirk Douglas, va renvoyer de nouveau encore une fois le projet à Milos Forman, et c'est là que le film va se faire. Et Milos Forman, lui, quand il lit ce bouquin la première fois, il y voit ce que lui, il a vécu dans sa vie en Tchécoslovaquie. D'accord, dans un premier temps, parce que ses parents, ils sont, je pense que ses vous parents ont été déportés, ils sont Ouais, à ses Auschwitz, parents- ils sont morts là-bas. Ouais, son père, sa mère, dans un très court laps de temps, lui il va vivre un petit peu avec ses frangins, son oncle, ses tantes et des choses comme ça. Donc il va subir une première fois l'oppression nazie. Il va ensuite vivre dans un pays où c'est les communistes qui eux oppressent les gens. D'accord, et du coup, lui, quand il lit cette histoire-là, et le personnage notamment incarné De Miss Ratched. absolument, elle va L'incarne représenter l'oppression et, L'oppression et communiste. tout ce système en fait qu'il retrouve dans l'asile psychiatrique, c'est exactement le système qu'on lui a imposé pendant des années. Et pour lui, c'est une métaphore, et c'est pour ça qu'il l'accepte aussi et qu'il a envie de faire ce film à l'origine. Mathieu, tu voulais En fait, dire une chose. oui, j'avais plus une question et une remarque et une question en même temps pour vous. Parce que moi, je participe moyennement à l'émission parce que j'ai pas vu le film depuis au moins 10 ans. Quand tu parlais là de l'adaptation du bouquin, moi, de ma connaissance, parce que j'ai vu tous les films de Milos Forman. Milos Forman, en fait, c'est un cinéaste qui n'a pas de point de vue cynique depuis, surtout à partir de sa période américaine, et sur ses personnages. C'est-à-dire ni cynisme, ni point de vue moralisateur. Ça, c'est de mon souvenir. Et son personnage à elle, donc quand tu évoques, c'est dans le bouquin, qui est décrit comme un dragon, je pense, et surtout, j'attends de votre part une contradiction parce que je me souviens plus tellement bien du film. Dans mon souvenir, elle a pas justement de positionnement, tu vois, mauvais. C'est que ce qu'elle fait, elle estime qu'elle fait ça, mais que c'est juste. Sa démarche est juste. Et parce qu'il n'y a, en fait, il n'y a jamais de véritable antagoniste chez Milos Forman. Je m'avance peut-être un peu, mais dans sa période américaine, dans mon souvenir, et qui plus est dans ce film-là. Donc quand on l'a dépeint, c'est le personnage de Ratched comme quelqu'un de mauvais, je ne vois pas que c'est tellement le cas. Je pense plutôt que c'est effectivement, quand tu parles, c'est du communisme, c'est le principe d'enfermement et le carcan sociétal est représenté dans ce film-là, et effectivement on peut être vu comme une allégorie de ce qu'ils ont vécu, ce qui plus est en 68, quand l'URSS envahit la Tchécoslovaquie. De contrôle, d'être brimé. C'est ça. Donc je sais pas si je me suis fait comprendre. Est-ce que pour Mais vous, malgré tout, il y a quand même cette culpabilité qu'elle a réussi à faire émerger dans le personnage de Billy, qui a quand même fini de se suicider. Donc je pense que c'est quand même la représentation de la culpabilité, quoi. Dans la deuxième partie, mais c'est vrai que sur la première partie du film, moi j'ai le même raisonnement que Mathieu, c'est-à-dire que pendant tout un pan du film, j'étais pas forcément choqué par son comportement ou par ses décisions, parce qu'au final elle faisait en effet figure d'autorité, mais en même temps elle se retrouve elle-même, elle faisait figure d'autorité et elle se retrouve face à quelqu'un qui lui-même vient avec une position de chef perturbateur, donc qui vient la pousser dans ses retranchements, qui vient brouiller son système. Et de là, il y a comme un match d'ego qui est en train de se mener, et lui. Et du coup, forcément, moi, c'est vrai que sur la deuxième partie, en effet, ses décisions deviennent beaucoup plus radicales. Elle commence, je pense, à perdre le contrôle. Je pense que clairement, c'est un personnage qui perd le contrôle et qui tourne vers le vice malgré elle, tu vois. Et je trouve que le film est intéressant. C'est sur la question de la limite de la folie. C'est-à-dire qu'on est quand même sur quelqu'un au départ. C'est une infirmière. Donc c'est quelqu'un de bon, de bien, qui aide et qui vire vers la folie au fur et à mesure. Tout comme Nicholson incarne potentiellement un fou qui peut, au fur et à mesure du film, monter vers une figure un peu de héros libérateur. Et je trouve que le film est très juste à quelle est la limite de la folie et à quel moment on bascule. Et c'est un peu le loup qui débarque dans la bergerie, mais pas vis-à-vis des patients, pas vis-à-vis de ses pairs, mais vis-à-vis de cette autorité. Et moi, je trouve ça plutôt bien de bousculer l'autorité. Mais c'est J'ai un problème avec ça. C'est très juste dans le sens où, justement, comme tu dis, le casting de cette femme et la façon dont elle a été apprêtée, et son visage, elle est quand même angélique. Des fois, elle est vraiment, c'est une jolie femme déjà, hein. Et elle reste toujours très très calme. Comme tu l'as dit, elle explique les choses très posément. Et finalement, elle a un point de vue qui est
juste, thérapeutique. Elle a une façon de voir les choses. Elle parle toujours très calmement aux gens. Elle les invite à la parole. Enfin, elle a rien de mauvais, a priori, tu vois, mis à part certaines choses. Il y a un moment quand même où la bascule, comme tu es en train de le dire, se fait. C'est quand, après une certaine période de probation où ils sont en train d'évaluer. C'est-à-dire McMurphy est emmené ici pour l'évaluer et pour savoir si effectivement il est fou ou pas. Est-ce qu'il peut purger sa peine ou est-ce qu'il doit finalement être enfermé dans un asile. Et à un moment, la dernière décision, c'est à elle qu'elle revient. Donc tous les médecins s'expriment. Le directeur de l'asile, qui d'ailleurs est un vrai directeur, ça c'est aussi une histoire assez folle, et d'ailleurs ce qui fait que le jeu des personnages est excellent. Et lui, il donne son avis, 2-3 autres médecins donnent son avis, et la finalité, la décision, elle lui revient à elle. Et c'est elle qui décide à ce moment-là de lui dire, moi je pense, en plus elle le dit avec des mots très, encore une fois, très gentil, et ça va dans le sens où je veux l'aider, je pense qu'on peut l'aider, et il faut qu'on le garde. À ce moment-là, il est impossible en tout cas pour moi, de dire dans le film, est-ce qu'elle fait ça sachant qu'elle va gagner son défi ou qu'elle relève le défi qu'il lui a lancé, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné, il parie aussi avec les autres pensionnaires en disant, moi je vais la faire, je vais l'emmener au bout, cette meuf, je vais la faire craquer, je vais la faire vriller, exactement. Et elle se dit peut-être, moi je relève ce défi-là, et c'est moi qui vais t'avoir au bout du compte. Mais à aucun moment, c'est dit de manière explicite. On a vraiment l'impression, dans ces mots, dans ces termes en tout cas, son idée, ça reste de le soigner. Elle observe même le fait que qui peut apporter une évolution positive pour le reste du groupe. Quand elle remarque que le grand indien de 2 mètres lève les bras lors du match de basket, c'est peut-être pour ça qu'elle est quand même intéressée au niveau thérapeutique, voir si ça marche, si ça peut marcher ou pas. Je pense qu'elle est dans ce film, c'est une véritable expérience sociologique. Elle est en train de mener cette expérience, une expérience de groupe, une expérience collective, et à laquelle elle va apporter sa croyance scientifique. Et je pense qu'en effet, à aucun moment, elle ne pense faire le mal, sauf potentiellement à la fin. Après, c'est un jeu de pouvoir quand même. Mathieu? Moi, je rejoins Thomas pour une fois. Et c'est rare. Non, mais je suis d'accord avec. Enfin, dans mon souvenir, hein, c'est pareil, hein, c'est un peu lointain. Il y a une volonté, en fait, sociologique de ce qu'on appellerait, c'est la recherche scopique, c'est-à-dire que tu observes l'autre tout en voulant être observé. C'est donc, et il y a un effet de miroir qui se crée. Et donc, du coup, quand tu dis qu'elle vire également, il y a une folie qui la rattrape. C'est ça, c'est que finalement. La quête sociologique, enfin le travail sociologique qu'elle voudrait mettre en place, en fait, ça renvoie sa propre image. Il y a un effet miroir, et c'est ce que lui-même essayait de reproduire déjà dans son film, pas le film d'avant, Taking Off, mais Au feu les pompiers. C'est que la société, en fait, les garants de la société observent en fait les animaux qu'ils essaient de domestiquer et qui leur renvoient une image qui eux-mêmes vont les pervertir. Et qui les punissent aussi avec la botomisation. Et qui les punissent. Et en fait, c'est là où je trouve que son cinéma est assez passionnant, c'est parce que il fait ça, mais pareil, hein, je recherche dans mes souvenirs, sans cynisme et sans point de vue moralisateur. C'est-à-dire que même si lui a été sujet, en tant que Miloš Forman, a été sujet à ça, cette oppression, et qu'il a quitté la Tchécoslovaquie, ça a été pour lui terrifiant, c'est qu'il garde quand même cette image de disant, voilà, les gens qui sont pour au feu, les pompiers, c'est ça en fait. Je sais pas si vous avez vu le film, c'est une espèce aussi d'allégorie. C'est que les pompiers représentent dans un bal, ils représentent le communisme. Et les jeunes en fait, ils refusent tout, ils refusent de danser, ils refusent le concours de beauté, et tout d'un coup ils vont renvoyer à ces apparatchiks le fait qu'ils ne sont pas capables de tenir une société, et du coup eux-mêmes vont être victimes de la société qu'ils veulent mettre en place. Donc c'est cette vision scopique là qu'ils ont, et que elle, Ratched, dans mon souvenir, c'est ce qu'elle vit aussi. Ce qu'il faut, c'est que c'est absolument l'anticipation de ce qui va arriver au régime communiste, à l'URSS, quoi, finalement. Parce que c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire après justement le printemps tchèque, d'écraser cette ouverture qu'ils ont essayé d'avoir, le Parti socialiste à un moment donné, en fait. Le Parti communiste en République, en Tchécoslovaquie, ce qu'ils veulent faire, c'est s'ouvrir un petit peu et laisser les gens avoir un petit peu plus de liberté. En gros, c'est ce qu'on essaie de dire, et jusqu'au moment donné où justement
partisans de l'URSS, eux, sont pas d'accord et vont venir écraser cette révolte, en tout cas cette ouverture d'esprit qu'ils essayent d'avoir, et on va leur empêcher absolument de s'ouvrir et de se libérer en tant que population. Et ça va leur retomber dessus parce qu'au final, ce mouvement va mourir aussi. Donc, c'est ce qu'incarne McMurphy. Absolument. Donc c'est ce qu'on voit, c'est ce que Mathieu Mathieu est en train d'expliquer dans un des films. Ça, c'est un film qu'il a réalisé quand il était encore en Tchécoslovaquie. Alors ouais, c'est son dernier film tchèque en 67. Il réalise le premier film qu'il a réalisé aux États-Unis, c'est Taking Off, je crois, c'est en 71. Mais lui-même considère Taking Off comme non pas son premier film américain, mais son dernier film tchèque tourné aux États-Unis. Parce que, comme ses films précédents, ce sont plus, si tu vérifies les dates, si tu veux, après, en fait, ce sont plus des chroniques sociales et vraiment très marquées politiquement. Taking Off, il faut le regarder parce que c'est très drôle. Il y a une séquence qui est formidable. Je fais juste rapidement une aparté, je peux pas m'empêcher, je suis désolé. Où il y a une séquence où on apprend aux jeunes et aux parents qui sont là aussi à fumer un joint. C'est très intéressant en 71 parce que les jeunes apprenaient à ce moment-là. Toi, Mike, tu sais. Non. Moi, je ne sais pas. Je n'arrive pas à fumer. En tout cas, c'est une belle image. je ne sais pas fumer. Je crapote. Donc du coup. Tu crapotes bien. Je crapote bien, oui. Je crapote efficacement. Ouais, je disais, c'est une belle immersion pour le spectateur d'entrer dans cet hôpital. Et moi, la scène que j'ai adorée, c'est lorsqu'ils s'évadent de l'hôpital et qu'ils font leur road trip à travers la ville et qu'ils vont pêcher. Ouais. C'est un souffle de liberté. Oui. Ça fait trop du bien. Alors, je sais pas vous, parce que vous l'avez vu pour la première fois. C'est la scène que j'ai préférée. Ce film. Parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, j'ai un truc que j'avais oublié, c'était pourquoi il était là. Les chefs d'accusation, en gros, qui portaient à l'encontre de McMurphy. Et déjà, la notion, tout de suite, ça m'a mis dans le bad parce que je me rappelle de l'empathie que j'avais pour ce personnage, tu vois. Et oui. Comme tu dis, moi, je m'en souvenais pas non qui plus. apparemment, comme tu le dis, à plusieurs reprises, dans la rébellion qu'il va apporter. Pour le match de basket aussi. Dans le truc de baseball, ouais, pour les World Series. Ouais. Ouais, c'est du baseball. Il va dans sa folie, si tu veux dire, dans sa révolte et dans tout ce qui va amener de problèmes finalement pour l'asile et pour les gens qui les gèrent, les malades, il va apporter un souffle nouveau un peu à tous ces malades et il va les réveiller en quelque sorte, il va leur faire vivre des trucs et j'avais énormément d'empathie pour ce personnage et du coup c'est pour ça aussi que je dis, moi la première fois que je l'avais vu, la fin de ce film m'avait vraiment fait mal au cœur en fait, m'avait vraiment atteint et d'entendre au début du film, donc il y a ce fameux échange qu'ils ont McMurphy et le directeur du pénitencier de l'asile. Et outre le fait que ce soit une film, maintenant je me rends compte que c'est une scène incroyable de la façon dont elle a été filmée, mais quand il commence à dire tout ce qu'il a fait, je me suis dit waouh, mais comment j'ai pu avoir de l'empathie pour ce mec? Attends, il est là pour le viol d'une mineure, je veux dire. Si c'est ça le postulat du personnage, et il s'en vante. Mais à aucun moment je peux avoir de l'empathie pour lui. Et il dit ouais mais c'est normal. Oui, t'as vu comment je veux pas reprendre ses propos là en plus. Ouais, puis il va même plus loin. Il dit des trucs. Je veux dire, en plus dans la période dans laquelle on s'inscrit nous, regarder ce truc-là et entendre cet échange entre les deux. Je veux dire, il a plus aucune excuse. À partir de là, tu peux plus avoir d'empathie pour lui, quoi. Sauf qu'encore une fois, il joue sur l'ambiguïté parce qu'en fait, viol sur mineur, en effet, c'est jamais. C'est la parole contre la sienne en fait, c'est jamais vraiment acté puisque lui je crois de mémoire il dit qu'elle était consentante, mais oui, et qu'elle disait être majeure. Voilà, qu'elle disait être majeure, voilà, c'était ça. Et du coup c'est vrai que c'est assez, au départ moi je le prenais pas en empathie forcément parce que du coup je me suis dit oula, on part vraiment avec un salopard, donc je me suis dit voilà, il y a un peu ce côté anti-héros où voilà, on choisit de ne pas se positionner. On choisit vraiment de jamais se positionner. Et franchement, pendant tout le film, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'as vraiment du mal à prendre parti pour les uns pour les autres. Finalement, les seuls auxquels je peux m'identifier, c'est que tu parlais tout à l'heure de la population, c'est la population de malades. C'est le groupe qui est là, qui est au milieu de cette guerre d'ego, qui est écrasé par cette guerre d'ego entre ces deux personnages et qui vont en être victimes d'ailleurs, complètement dingues, et qui vont en être victimes. Ils sont tiraillés entre le fait d'être dans un faux confort, d'être bien, parce que quand même cet asile, il est quand même
quand même Très austère. présenté, non, austère, mais tu sais, avec Confortable. cette musique un peu d'ascenseur. Ils sont là Ils ont leur volontairement, rituel ils le le matin, disent. d'aller chercher C'est- les médicaments. Il y a un truc un peu maison de repos comme ça. Mais c'est vrai qu'ils C'est ça. ils sont là volontairement. Oui. Mais après, à côté de ça, ils sont tiraillés par cette envie de liberté qui est complètement exprimée à la fin avec la symbolique du, je sais plus ce que c'est, ce meuble qui Un gros vasque. c'est cette grosse vase qui va carrelage. qui va Oui. casser le mur et qui va symboliser la liberté à travers Mhm. le personnage du chef. Il n'y a pas aussi une histoire, il n'a pas voulu mettre aussi au pilori les hommes en fait dans ce programme parce qu'il n'y a pas dans cet hôpital il n'y a pas de femmes déjà. Enfin, Il y a- Tu veux Il y a- dire de malade? Ouais non mais parce que là les hommes sont représentés tous avec des vices, soit avec des vices, soit avec des maladies mentales, soit ils sont là déjà ils sont parfois là par leur propre volonté, ils sont pas forcément là parce que ils ont été diagnostiqués fous parce que parfois enfin voilà. Oui, Et- pour beaucoup d'entre eux, mais- ils sont là de plein gré. De plein gré, ouais. Ouais, plein gré. Mais je trouve que les hommes sont représentés, soit ils sont très simplés, soit ils sont déficients mentaux, soit c'est des Ils sont tous un peu violeurs. fragiles. Voilà, et ils sont régis par ils sont dominés par la femme qui elle montrée comme une femme castratrice en fait. Et c'est marrant Tu parce vois que tu vois, moi j'étais plus choqué. Ça c'est un peu le bémol que j'ai avec le film, et alors sans doute parce que c'est une autre époque et je pense qu'aujourd'hui ça aurait plus du mal à passer. J'ai un problème avec les personnages féminins quand même parce que on est quand même entre Tassoua, donc Ratched, qui est donc ce personnage en effet très très castrateur, très dominant, très froid. Et sinon les autres personnages féminins, c'est des prostituées, c'est des filles légères. oui. Donc au niveau même de temps, personnages ouais, féminins, ils sont- c'est pas très je suis plus intéressé par les Mhm. personnages masculins pour le coup. hein. Non, c'est ouais clairement. Bon après, effectivement, est-ce que c'est la période? C'est une chose. C'est une chose. Après, je me pose la question moi de savoir parce que le film a été tourné dans un vrai asile. Mhm. Il y a beaucoup de gens que tu vois à l'écran qui sont Des figurants, ouais. Figurants. Ouais. Alors il y a beaucoup de figurants. Alors il y a 85 personnes malades de l'asile qui ont participé au film, un peu plus d'une trentaine qui ont eux été des figurants, d'autres qui ont participé. En plus il y a des anecdotes folles, genre parce que tu sais c'est des années 70, c'est les mecs s'en foutent, ils veulent faire leur film, ils font leur truc. Michael Douglas l'explique, c'est un truc de dingue. Ils s'en sont rendus compte plus tard, mais il y a des Producteur, gens- hein, Michael Douglas. Michael Douglas, voilà, qui est producteur Ouais, sur d'accord. ce film, effectivement, et qui donc le process en fait, ils ont fait avec Michael Douglas, c'est l'autre producteur associé, je sais plus comment il s'appelle. Ils font à un moment donné aux États-Unis donc le tour des asiles pour demander justement à filmer, à faire des trucs. Et cet asile-là qui est à Salem, c'est le seul où on les accepte sous condition de faire participer les patients comme une expérience pédagogique. Il faut que ce soit quelque chose comme ça. Donc le mec est très progressiste aussi, le directeur. Il va accepter plein de choses. Il va accepter le fait que c'est une fiction et que par exemple on va voir les scènes qui sont quand même des scènes de torture des patients en la personne notamment de McMurphy, Nicholson qui se fait faire des électrochocs et à la fin comment on appelle ça, Lobotomie. trépanation ou Lobotomie. lobotomie, ouais, enfin bon, il leur en font un légume. Et donc, quand ils sont dans ce truc-là, déjà, c'est un vrai lieu de soins. Donc, j'imagine qu'il y a déjà des quartiers hommes-femmes. Je sais pas s'ils mélangent trop, en plus, ne serait-ce qu'à cette époque-là. Donc, peut-être aussi ceci explique cela. Et il y a eu des trucs où, genre, pour l'anecdote, où ils ont donné des rôles d'aide sur le plateau. Et par exemple, les mecs qui nettoyaient autour des caravanes où étaient les actrices, c'était des mecs qui étaient là parce qu'ils avaient eu ils avaient eu des problèmes d'agression sexuelle sur des femmes et des trucs comme ça. Enfin, il y a des histoires assez folles dans ce truc-là, mais voilà, dans son contexte, c'est qu'ils sont quand même dans un vrai asile et il y a peut-être aussi un petit peu de ça et ils ont dû à un moment donné respecter ce qui leur était imposé dans ce milieu-là. Après, je sais pas si maintenant il y a une vraie volonté. Comme Mathieu a vu peut-être plus de ces films, est-ce qu'il a comment ils sont ces personnages principaux féminins, parce qu'il me semble que il leur laisse de la place et il en fait pas forcément des victimes ou. Alors, moi j'ai juste deux trois trucs. Je te répondrai. T'as bien confirmé parce que ça c'était un vieux souvenir que j'avais. C'est tourné à Salem au Massachusetts. Oui. D'accord. C'est la ville de la chasse aux sorcières. Oui. Ce n'est pas anodin non plus. Alors, on peut y trouver quelque chose d'anecdotique finalement, que c'est le fruit du hasard, mais on peut aussi y lire une espèce de parabole avec la chasse aux sorcières
Et, les communistes, machin. On y voit aussi la persécution, parce que quand tu es enfermé, c'est aussi ça. Est-ce qu'on enferme qui ? Est-ce qu'on enferme Est-ce que c'est toujours la même question. C'est ce que si vous lisez Foucault, c'est ça. On est enfermé parce qu'on est fou. C'est le monde qui est fou. Et nous, on est protégé du monde des fous. Et en fait, c'est ça. Tout satellite autour de ça dans ce film-là, ce microcosme-là représente aussi ça. Et Salem, voilà, pourrait être aussi vu de cette manière-là. C'est qui les fous ? C'est qui les sorcières ? Les personnages féminins, c'est assez perturbant parce que mine de rien, je trouve qu'ils sont souvent plus riches et mieux écrits. Enfin, mieux écrits, j'exagère un petit peu, mais plus riches dans sa période tchèque. Tu vois, même dans ses premiers courts-métrages ou ses documentaires, où il suit, par exemple, il y a un film, le nom m'échappe, où il accompagne en fait des jeunes femmes qui prennent des cours de chant, de guitare pour participer à un concours de télécrochet. C'est très juste et c'est très beau et ce sont vraiment des personnages féminins. Moi, enfin, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ce film-là, c'est à quel point les jeunes femmes n'ont pas véritablement en fait l'audition, le court-métrage L'Audition en 1963. Tu vois ce film aujourd'hui, évidemment il y a les tenues, il y a machin, ça pourrait être les mêmes jeunes femmes qu'aujourd'hui. Et il y a une acuité, une vision, tu vois, de la féminité des jeunes femmes à cette époque qui est très très riche et qui effectivement, on retrouvera plus difficilement par la suite. Et même si à mon avis, je pense que c'est rarement, enfin dans ces films, enfin j'espère que vous allez me contredire à nouveau, mais je pense pas que ce soit très manichéen. Les femmes sont pas forcément. Effectivement, t'as raison. Elles peuvent être vues, soit c'est la castratrice, soit c'est la pute, c'est machin. Voilà, c'est un peu le cliché de l'époque, la maman ou la putain. Mais peut-être que s'il y a à l'époque, mais en même temps, j'ai toujours trouvé que c'était souvent plus subtil que ça dans ces films-là, même les peu de personnages féminins qu'il avait. Il y a des personnages féminins très forts aussi par la suite, que ce soit chez Larry Flint ou même dans Man on the Moon, mais qui effectivement restent toujours, on va dire, dans l'ombre du mal un peu héroïque. Enfin héroïque avec cet art. Quoi. C'est vrai que quand tu regardes une partie de sa filmographie, c'est quand même beaucoup de personnages masculins qui sont mis en avant. Il y a les fantômes de Goya. T'as notamment, je pense à Amadeus, t'as Valmont, t'as Larry Flint, tu disais Man on the Moon. Il a quand même beaucoup mis en avant les hommes. Après, j'ai pas vu tous les films, donc je peux pas m'exprimer sur les personnages féminins sur les autres films. Mais en tout cas, c'est vrai que sur celui-là, ça m'a personnellement un peu gêné. Je trouvais ça un peu réducteur. Voilà. Très bien. Après, je tiens à dire après, je tiens à dire parce que moi, ce qui m'a fait quand même halluciner, c'est que ce film, ça a été un énorme succès à l'époque. En France, ça a quand même fait 4 774 000 entrées. Je trouve ça énorme. Aujourd'hui, un mélodrame, ou peu importe comment on peut l'appeler, ça ferait jamais ces scores-là. 4 millions, c'est énorme. Là, c'est le score d'un Top Gun Maverick. Il sort en plus en même temps que Jaws, non ? Celui-ci, il est pas en concurrence avec Jaws ou il y a pas il sort au même moment, je crois. Dans le micro. Je check. Oui. Coucou. Alors. Déjà. En plus, la façon dont t'as pris le micro et que tu l'as ramené dans la bouche comme ça. Alors. Après, c'est pas du tout le même style, hein. Non, non, ça, c'est sûr. Alors, il faut rappeler juste une chose. Milos Forman alors là, il y a Jack Nicholson. Jack Nicholson, en des années 70, c'est une resta. À part Jim Carrey, on est en 75 aussi ? Ouais. Ok. À part Jim Carrey pour Man on the Moon et donc Jack Nicholson, Milos Forman de tête, c'est 12 films. 2 stars. Il ne fait pas de films avec des stars. Donc Jack Nicholson, dans les années 70, fait venir du monde. Il y a le sujet, effectivement, il y a le bouquin, il y a une espèce d'aura autour du film. Parce que le film a déjà, quand il arrive en France, il est charrié par une réputation hyper flatteuse. Et je répète, il y a une star. Quand il fait Amadeus, il n'y a pas de star. Quand il fait Larry Flint, il faut rappeler qu'à l'époque, Woody Harrelson, c'est tueur en nez, et encore, mais c'est personne. Tu vois, la plupart de ses films, il se méfiait des stars. Il ne voulait pas, il veut des gens. C'est pas qu'il voulait absolument qu'ils soient malléables. Quand tout à l'heure tu parlais, c'est aussi des non professionnels. Il tourne beaucoup avec des non professionnels ou avec les films tchèques, ce sont que des non professionnels. Il ne veut pas de ça parce qu'il a besoin de s'entourer des gens avec qui, effectivement, pas qu'ils soient forcément malléables, mais qui vont pas bouffer en fait sa vision.
Tout à fait. Et puis même pour étayer encore un peu plus ça, de ses dires à lui. Hein. Il l'explique d'ailleurs. Il l'a fait déjà dans ses films tchèques, mais là, si on parle de Vol au-dessus d'un nid de coucou, comme je vous l'ai dit, la scène, une des premières scènes que l'on voit, donc c'est celle où McMurphy a le premier échange avec le directeur de l'asile. Le directeur de l'asile, c'est le directeur de l'asile, c'est pas un acteur, c'est vraiment lui. Et Jack Nicholson, cette scène, alors Milos Forman, lui, il l'a préparée. Il a un storyboard et il a les lignes de texte exactes dans sa tête. Il a déjà écrit quelque chose, mais il va leur expliquer à eux qu'il a un certain nombre de points qu'ils veulent qu'ils évoquent tous les deux. Alors j'imagine qu'il y a le viol de la mineure, le machin, il y a 2-3 trucs. Il l'explique aussi, il dit un mec comme Nicholson, quand il arrive sur le set, c'est un des mecs les plus préparés que t'as jamais vu. Il a l'air complètement taré comme ça, et d'ailleurs après on lui a filé des rôles où il joue toujours des mecs un peu dingues, mais avant ça, apparemment ces rôles, moi je les ai pas vus tous ces films-là, mais il avait des rôles de mecs pas si frappés que ça. Après c'est vrai que son faciès et les trucs qu'il est capable de faire en fond, on a l'impression que c'est un mec quand la caméra s'arrête qui continue à être complètement taré. Mais apparemment il est pas comme ça. Mais cette scène-là, par exemple, c'est une scène qui est à 60% improvisée. Donc le mec il leur dit voilà, moi je veux que vous parliez de ça et ça à un moment donné dans votre discussion. Et pour diriger l'acteur, c'est pas un acteur, donc le non professionnel, le directeur du truc, en gros il lui dit fais ton taf. Fais ton taf, oui, c'est. Voilà, c'est ton boulot d'échanger avec un gars comme ça. Qu'est-ce que tu lui dirais en temps normal? Moi, et dans ta discussion, je veux que vous évoquiez ces points-là. Il prépare Nicholson de la même manière. Il dit allez, feu. Et il en parle lui-même. Il dit bon, dans l'improvisation, généralement, t'as 90% qui sont à jeter aux chiottes parce que c'est inintéressant au possible. Mais dans les 10% qui restent, tu trouves des trucs de dingue. C'est le genre de mec qui laisse tourner la caméra, même quand les mecs ils commencent à sortir un petit peu des clous et qui commencent à faire un petit peu de l'impro. Il continue à filmer et il en arrive des fois avec des trucs vraiment vraiment sympas. Et c'est des process qu'il a déjà eu sur d'autres films et qui continue à avoir parce qu'il estime et il pense et je pense à juste titre que de temps en temps tu peux avoir des choses qui se passent parce que les mecs sont capables d'eux tout simplement. Et même il y a d'autres trucs quand ils discutent ensemble. À un moment donné, je sais pas si vous voyez, quand il y a les médecins qui discutent ensemble, il y a un Indien. Il a l'air tellement caricatural, tu te dis c'est un des docteurs de l'asile, le gars, c'est ça qui est complètement dingue. Et ça joue aussi de ce côté cinéma réalité qu'il a eu aussi dans les films qu'il a fait probablement avant quoi. Moi, ce que j'ai le plus kiffé dans ce film-là, c'est la relation de Jack Nicholson, donc il s'appelle comment McMurphy, avec le chef indien. La mise en relation, et puis après jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment le meurtre, enfin qui tue Murphy et qu'il trouve lui la liberté quoi. Ça j'ai kiffé cette relation amicale et qui se développe au fur et à mesure du film. J'ai aimé aussi Jack Nicholson qui défiait cette comment t'appelles ça, cette autorité et qui tu voyais que ça rendait dingue l'infirmière, comment elle s'appelle, l'infirmière, ouais. Et tu le voyais vraiment sur son visage qu'elle était là et qu'elle essayait, elle allait tout mettre en place pour essayer de le canaliser et d'arrêter la confrontation comme ça. Et aussi le moment dont tu parlais tout à l'heure, le fait que la bouffée d'oxygène que cette excursion extérieure apporte au film, parce que effectivement pendant tout le film t'es dans ce huis clos de l'hôpital. Et dès qu'ils sortent, et en plus il emmène tout le monde faire et en fait c'est drôle, c'est très drôle, c'est très drôle. Il leur invente une carrière de scientifique en plus, je crois bien, c'est ça. Hein. Ils ont tous une gueule. C'est tous des docteurs. Et puis il passe d'un endroit très clos, très fermé, à un endroit où il y a l'horizon et l'infini, quoi. Tu vois. Ça vaut tous les médicaments du monde. Et c'est ça que j'ai le plus. En fait, c'est cette scène-là, ce morceau de scène de ce film-là que j'ai le plus kiffé, quoi. C'est une soupape aussi bien pour les spectateurs que pour les. Pour vous, c'est une libération aussi en tant que spectateur. Ah oui, ça c'était sûr. Mais après, moi j'ai beaucoup aimé aussi le personnage de l'Indien. Après, je pense que ça représente vraiment comme ce qu'on disait, un peu ce côté loupe sur une petite population. Il y a un côté un peu macro où il réunit plusieurs profils différents et notamment un invisible, c'est-à-dire un Amérindien qui se tait, qui a perdu ses parents d'alcoolisme. Donc c'est un sujet quand même assez fort et assez actuel de l'époque qui a traumatisé, je pense, une partie de l'Amérique.
Et c'est d'autant plus beau que c'est ce personnage-là, Oui. cet insoumis, pas l'insoumis plutôt, mais cet invisible qui réussit à s'échapper Et, oui, du coucou. et le meurtre, le fait qu'il tue Murphy, c'est aussi le chef donc qui donne la liberté, qui redonne sa liberté à Murphy après fait. avoir Parce que eu lui cette- lui a donné la sienne. parce que lui il a donné la sienne et puis après cette lobotomie, hein, c'est ça, il était plus rien donc il lui donne encore. Ah lui, Ah, enfin, il le rend ah, libre c'est- ouais. en le tuant quoi. Il lui dit ok t'es plus rien, moi je vais te rendre ta liberté, Une euthanasie. une euthanasie quoi là et de ce coup-là et après lui il prend la poudre d'escampette Oui, parce et que- il retrouve sa liberté. C'est vrai Et que en plus en il réalisant, utilise en réalisant une vision qu'avait eu Murphy de c'est-à-dire, son évasion qui était c'est-à-dire totalement impossible au moment décrocher où il a- le robinet de centrale de la salle de bain là, le gros, Effectivement, oui. et le jeter contre la Il met fenêtre. au défi tous les autres pensionnaires. c'est ça, quoi. c'est sa manière de. Mais c'était le seul à pouvoir le faire. C'est avec sa manière de le remercier parce qu'au final, c'est vrai que comme vous avez dit, c'est grâce à McMurphy lui a aussi rendu sa liberté. C'est C'est-à-dire ça. qu'au départ, il ne Mhm. parle pas. Il y a un côté d'un peu de peuple opprimé. Il ne parle pas, on le pense sourd-muet. Et Mhm. c'est McMurphy finalement qui va par son contact lui rendre la parole, qui va le sociabiliser et qui va sans doute lui donner ce goût de la liberté. Et il y a le jeune Billy aussi qui est très touchant, Mais justement, il y a une tout à qui fait est comme joué par Brad Brad Dourif. Dourif. Ouais, d'accord. Mais en plus, alors, ce casting, quand on dit les noms comme ça, quand tu vois leur tête, c'est ouf, parce qu'à l'époque, tu les as vus, tu sais pas qui c'est. Non. Mais que t'as des DeVito. Christopher Lloyd. Christopher Il y a Lloyd, Doc. c'est sa première. Mais voilà, exactement. T'as justement Dourif qui va être, pour tous ceux qui, des années après, vont être fans de la trilogie du Seigneur des Anneaux, qui va quand même être Langue de Serpent, et qui... comment c'est son vrai nom à lui encore Enfin bon, peu importe, mais c'est quelqu'un, quand tu le vois, tu le revois après, tu dis purée, c'est incroyable, c'est ce gars-là. Et pour en revenir à l'image qu'a ce film, c'est justement ça, comme tous ces gens sont en fait pas asservis, mais ils ont accepté en fait leurs conditions. Tu vois ce que je veux dire, ce qu'on leur impose pour leur bien-être. Ils ont l'air, comme tu l'as dit, quand on y arrive avant que justement ce soit le bordel que McMurphy va créer, bah finalement c'est quelque chose où les gens vivent plutôt bien, dans un certain confort. Ils ont quand même peur, parce que ça on va le voir un peu plus tard, parce qu'il existe des châtiments, d'accord, parce que Et on le voit après. derrière, exactement, Les derrière ondes de choc. la bien-pensance et comment dire la gentillesse entre guillemets, ou en tout cas l'attention que peut avoir le corps soignant pour ces gens-là, derrière il y a une véritable oppression, on les muselle et puis comme ça on peut faire ce qu'on veut et on garde le pouvoir sur eux. Et encore ça parle pour, à l'époque, on peut parler pour n'importe quel régime autoritaire, mais même dans un pays, et on le voit encore maintenant nous, où on pense être dans des pays plus démocratiques, parce qu'à un moment donné, elle va aussi, moi c'est pour ça que moi j'ai trouvé que c'était même une image à un moment donné de la société plus occidentale et démocratique, parce qu'à un moment donné, quand il veut quelque chose, il dit ok, bah mettons ça On au vote. vote. Voilà. Et elle va Pour le réussir, match. parce qu'elle sait très Elle bien sait comment. que ça va être très compliqué pour lui de l'avoir, ce vote. Et d'un autre côté, lui, il va représenter, parce que pour en revenir sur ce que tu disais, à la relation qu'il va avoir avec les différents personnages, et notamment le personnage, donc comme tu disais, interprété par Brad Dourif, qui est Billy. Mhm. Si tu veux, lui, dans sa révolte face à ce système, et il va emmener les gens avec lui, il va réveiller certaines consciences, mais il va y avoir aussi un prix à payer. Ce prix à payer, ça va être la mort de Billy, parce qu'il va lui apporter ce qu'il veut, il va lui donner ce moment de bonheur qu'il aurait probablement jamais eu si McMurphy n'était pas arrivé, mais ça va le tuer aussi. Est-ce que c'est que de la faute de Ratchet qui elle lui met la pression, tu vois, Non, tu vois, McMurphy, il arrive à enlever le bégaiement de Billy, tu vois. Et c'est Ratchet, j'arrive pas à dire son nom. Ratchet, c'est ça, l'infirmière, qui le fait culpabiliser, ou qui, je sais plus comment, elle le refait bégayer, en fait. elle lui dit qu'elle connaît sa maman et qu'elle va lui dire ce qu'il a fait. Ouais, voilà, tu vois. Et puis, c'est elle bon, la fertilise, hein. c'est en ça que je trouve que ce personnage est pas forcément bienveillant tout le temps, tu vois. Alors attention, oui. Alors là, on parle quand même de la fin du film où là, elle est dans le paroxysme de la violence et de la manipulation. Parce qu'elle a plus le contrôle, elle voit que ça a été un vrai bordel toute la nuit, qu'il y a des débris de partout. Elle a plus le contrôle. Ok.
Voilà, elle a plus le contrôle et nous on a le contrôle sur cette émission, je ne crois pas. Mathieu, tu veux rajouter un truc? Rapidement, donc moi je participe un petit peu, mais de loin à l'émission. J'ai pas revu le film. Effectivement, c'est considéré comme un classique. Vous disiez, il a raflé tous les Oscars. Fait partie des 3. Il y a New York, Miami, avec Clark Gable, que je conseille, qui est magnifique. Et bien sûr, Silence des agneaux. Voilà. Et en fait, moi, j'ai un film que j'aime bien, mais j'ai toujours estimé que ces grands films américains viendront après celui-là. C'est vrai que c'est celui qui a, au-delà d'Amadeus, qui a eu un succès phénoménal. Mais il y a un film qui était sorti entre-temps, entre Amadeus et Evolution and Need Cuckoo, qui s'appelle Ragtime. Ragtime, c'était très compliqué de le voir pendant très longtemps. Il est ressorti dans une super édition et même ressorti en salle il y a 4 ans. C'est un film donc de 1981. T'as James Cagney qui joue dedans. T'as Brad Dourif qui joue dedans également. Et c'est l'histoire d'un pianiste noir qui, on est au début du XXe siècle. Le type, voilà, il va avoir un peu de succès. Et puis, en fait, il va subir, la pression et surtout des injustices de la part de blancs. Ça peut paraître hyper nouveau manichéen, ça peut paraître du vu, du déjà vu. Ouais, alors, magnifique. Il y a Loris qui est en train de montrer, en fait, une photo. Il faut la direction artistique, parce que ce film-là n'a pas marché. Ragtime, personne ne s'en souvient, parce que c'est un film qui a fait un flop. Très honnêtement, au niveau de l'ampleur de la direction artistique de ce film-là, vous pouvez le même mettre au même niveau que, je sais pas si, j'espère que vous avez vu tout ce film, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Vous voyez, on est un peu dans ce niveau-là de ce genre de film qui est sorti dans les années 80. C'est un film qui dure 2h30, grosso merdo. C'est un très très grand film. Donc, pour moi, le Miloš Forman que j'aime, c'est à partir de Ragtime, et évidemment Amadeus. Voilà, bon là, je pense qu'on est un peu tous d'accord. Génial. Voilà. Là, pareil, quand tu vois Amadeus, enfin, on pourrait très facilement se dire Salieri, c'est l'antagoniste. Est-ce que Salieri est véritablement l'antagoniste? Est-ce que Salieri est véritablement un méchant? Je suis pas sûr. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de... on dit... Oh, non, j'allais partir sur mon côté un peu nietzschéen de nouveau, mais il n'y a pas d'interprétation morale dans les films de notre ami Miloš. Ouais, tu veux dire qu'il n'y a pas le côté manichéen, il y a les bons, il y a les méchants, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs façons d'aborder une problématique, quoi. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est qu'il a toujours du mal à financer ses films. Tu vois ce que je veux dire? Il a des idées qui sont... Bon, il peut faire une cagnotte litchi, je lui donnerai quelques. Non, mais c'est vrai, c'est des films. Alors déjà, il est mort. C'est vrai. Ah bah oui. Il est mort en 2018, là. Oui, C'est des films, c'est des films qui sont compliqués à mettre en place. Ce sont des vrais films de gens qui ont envie de dire quelque chose. Et je pense que c'est pour ça que c'est J'y pensais, ouais. Ouais. Tu as été insultant avec Jean-Louis. Déjà, j'ai moyennement apprécié. Excuse-moi. Tu vas pas en plus insulter Miloš. Oh oui. Donc, son grand ami à Miloš Forman, c'est... Alain Flelou. Non, Mike, arrête, s'il te plaît. Non, parce que là, ça devient malsain. D'accord. Jean-Claude Carrière. D'accord. Non, enfin, ça n'évoque personne, ça dit rien. Jean-Claude Carrière, donc immense écrivain, immense scénariste qui a beaucoup collaboré avec Buñuel et avec Miloš Forman. Ils étaient très très proches, qui aussi nous a quittés il y a pas si longtemps. Si vous voulez entendre un homme qui parle de manière, mais alors élogieuse évidemment, mais passionnante du travail de Miloš Forman, écoutez les interviews de Jean-Claude Carrière, c'est passionnant. Donc, déjà, c'était un homme passionnant. Alors, et du coup, je voulais Oui, non, vas-y. Non, bah. Mais t'as le temps, vas-y. C'est vrai, fait. Non, mais essayez de vous procurer Ragtime. Regardez, bien sûr, Amadeus, si vous l'avez pas vu, ce serait bien dommage d'avoir loupé ça. Mais ouais, Ragtime, c'est un très grand film, surtout que c'est un film qui est vraiment pas très très connu. Larry Flint, voilà, sympa. Mais, vas-y. J'en profite avant qu'on clôture sur le film. J'ai un petit fun fact. Vous savez pourquoi Nicholson a ce bonnet iconique, hein, parce que c'est quand même assez iconique ce bonnet qu'il a dans le film. Non, vas-y. Commandant Cousteau. Et en fait, c'est pas du tout un choix artistique forcément, puisqu'en fait 15 jours avant le tournage, il s'était fait faire des implants capillaires. Et j'ai trouvé ça assez drôle. En plus, il foutait des pattes de fourmi. Ah ouais, je crois qu'il faisait des poils d'araignée sur la tête. Ouais, ça ressemblait à ça. Ouais. Une horreur. Non, c'est vrai. Ouais, Il a d'ailleurs eu, c'est pas à cause de ça qu'il a eu une semaine de retard sur les rehearsals, sur les répètes. Parce qu'il me semble qu'il y a eu une volonté de Miloš, c'était d'aller, il voulait vraiment
qu'il y ait une vraie immersion de ces personnages dans cet asile, et il les a fait venir 2 semaines avant pour rencontrer les malades, les gens qui travaillaient là-haut, pour s'imprégner de l'ambiance. Il y a même il y a des histoires folles où les mecs ont dormi carrément au bout d'un moment sur place. Ils y étaient presque bien, en fait, pour la plupart des acteurs. Et il y a plein d'acteurs qui sont complètement dingues. Mais on a parlé de quelques-uns, mais il y en a d'autres. C'est des visages qu'on a vus, déjà dans les films de Miloš qui reviennent souvent, et c'est des têtes que tu ne peux pas oublier quand tu les as vus, et pourtant tu connais pas leur nom, quoi. Tu vois, et t'as des mecs par exemple comme Vincent Schiavelli, quoi. Ah ouais. Mais ce mec, il est terrible. Non, mais c'est il a une gueule de cinéma. incroyable. Et C'est lui, excuse-moi, c'est lui qui donne le cours dans Taking Off comment rouler les joints. Donc effectivement, c'est un acteur emblématique chez Miloš Forman. parce qu'il a un faciès quand même très. Ah, voilà, ouais. regardez, c'est lui. Oui, Ouais, oui. exactement. Ouais. Donc, il a vraiment un faciès. Mais il a très, pas très joué dans les particulier. Si, mais il a dans joué les non, c'est pas dans lui. Ghost. Dans Ghost, Dans c'est Ghost, l'homme du il a train. joué dans Non. Ghost, c'est Ouais. l'homme du train dans Tout à Ghost. fait. Je l'ai vu, il m'a tout de suite fait rappeler ce. Ouais. Bon, après, il a une tête un peu inquiétante. Alors, Mike ne connaît pas les films de Miloš Forman. Il connaît, mais alors, Ghost. Voilà où on en est. Non mais Ghost, c'est la poterie, No quoi. ghosting. Non mais Ghost, c'est normal que tout le monde connaisse ce Bien film. sûr. Bah oui, non, mais écoute, Mais très bonne c'est- référence. c'est- Beaucoup de gens vont visualiser L'homme du train. l'homme dont on parle. Et effectivement, et tu le dis aussi parce qu'à un moment donné, tu parles du mec qui est dans Ah. les Goonies, et tu as raison. Il Eh est oui, aussi il est dedans. dans les Alors, Goonies. on le voit juste un tout petit moment, mais il y a aussi, je sais plus comment s'appelle ce personnage, c'est qui a aussi un visage très 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 Quand particulier, même. et à qui on file du whisky. À travers un tuyau. Et parce que quand je voyais le film, je dis ce visage, je le connais, et je l'ai Bien vu sûr. quelque part, Mais mais oui. je ne sais pas où. Et voilà. Moi qui avais le souhait Ghost. de faire une émission un peu élitiste, si nos auditeurs ont comme je sais pas, comme point de repère Ghost et non pas Volutine Nid de Coucou, on peut arrêter. Là, Ah, mais- à un moment donné, il faut faire quelque chose, les gars. Mais il en faut pour tous les goûts, non? Mais toi, t'es à mon goût, toi. Juste un truc, moi, par rapport au jeu des comédiens, Jack Nicholson, vous avez pas le sentiment, enfin, pareil, hein, je peux peut-être me tromper un petit peu, mais Jack Nicholson, donc tu disais, reçoit un Oscar pour ce film. Oui. Ouais. Vous avez pas le sentiment qu'à partir de ce film, c'est là où il va jouer sur tous ces tics de comédien. Le sourire carnassier, tout, le Jack Nicholson qu'on connaît, ben oui, mais moi, en fait, c'est ça que je déplore un petit peu. Parce que je sais pas si vous avez vu le film de Jack Nicholson avant. Enfin, il a une palette de jeux dingue, souvent plus dans la retenue, et tout d'un coup, il fait Volutine Nid de Coucou, il rafle un Oscar et il dit, bon, Je là, tiens c'est le bon, bon bout. je sais ce qu'on attend de moi, un peu Filoni. le Un bon filon. Ouais, c'est ça, mais j'ai bien joué, mec. C'est un peu, tu vois, comme De Niro. À un moment donné, De Niro, et c'est bon, on attend de moi de la grimace, je vais faire de la grimace. Ouais, c'est Et ça. il y a le côté un peu cabot. Moi, je suis fan de Nicholson, même son côté un peu cabot. Mais ça, je me suis dit, merde, ça m'emmerde. Tu vois, je me suis dit, quand je vois ce film-là, je me dis, ah, ok. Là, t'as compris, quoi. Moi, je suis d'accord. Il y a un peu, j'y ai pensé aussi. Il y a vraiment ce côté très cabotinage. Moi, je pensais beaucoup à ses rôles dans, par exemple, je pensais beaucoup au Joker de Burton, pardon, où vraiment il a toujours tendance, et c'est vrai souvent encore plus sur sa fin de carrière, où on avait vraiment tendance à dire, il fait du Nicholson, c'est-à-dire qu'il savait faire que ça. C'était grimacer, c'était un peu en faire des caisses. Je trouve qu'en effet, dans ce film-là, ça passe, mais je pense qu'après il est un peu devenu victime de ce système-là, quoi. Très bien les amis, est-ce qu'on peut passer à la deuxième partie de cette émission? La rubrique actu, oui, ça vous dérange pas? Avec plaisir. On y va. Et ben pour ce faire, on va accueillir Loris qui va rejoindre le micro tout de suite pour parler du film de Jeremiah Zagar, Le haut du panier, avec à l'affiche Adam Sandler, Queen Latifah, Ben Foster et la personne à qui je voudrais ressembler la prochaine fois, Juan Herman Gomez. Sérieux? Sexy à fond. Mais tu es beaucoup mieux que lui. Oh, t'es mieux. T'as tu beaucoup trouves? plus de Mec, charisme. Ah non, Non, mais il a 80 cm de trop. le mec. Oui, il a Attends, peut-être 80 cm de Mike, trop, mais... Mike, tu tâtes beaucoup mieux la balle que lui. Et je préfère tes Non, tatouages. non, mais franchement, je vois, enfin voilà, je vois cet homme-là, je me dis putain. Quel homme? Non, mais je me dis putain, pourquoi je ressemble pas à ce mec, quoi. Bah ouais. Il est grand, Les grands, athlétiques, rapide. sec, rapide. Il fait la gueule pendant tout le film. Ouais, mais Ouais, Bon, mais il c'est a un joueur, côté c'est attachant, quoi. ah ouais, c'est un basketteur. côté attachant. Un basketteur pro, quoi.
Donc film disponible sur Netflix. Moi, qui connais le basket uniquement via Mathieu, C'est déjà ça. et ben j'ai kiffé parce que j'étais dedans, j'étais dans la team d'Adam Sandler en train d'essayer de recruter le prochain pilier, hein, c'est ça qu'il cherchait Il cherche une future star. Ouais, quoi. la future NBA. star des Sixers. Alors, j'ai eu du mal, j'ai demandé à Loris tout à l'heure de me dire comment ça se prononce. Sixers, une équipe de Pennsylvanie, je crois bien. Philadelphie. Oui, mais c'est en Pennsylvanie. Évidemment, mais c'est Philadelphie Sixers. D'accord, ok, Philadelphie. Attention, Mike. D'accord. Attention. Mais je pensais qu'il participait pas. Attends, c'est Mais pas au final, 76 qui est écrit derrière. je lui ai dit tout à l'heure. C'est ça. Je lui ai dit, Pourquoi tu vas c'est être frustré, Sixers tu vas devoir revenir. Sixers. C'est Jules qui m'a appelé, je serais pas venu. Non, mais si t'es pas là, c'est pas pareil. Non, mais Le mec, il est fan de basket, il va pas parler de ce film. Tu rigoles. Mais Non, attends, mais- il faut un peu le calmer parce qu'il était tout excité devant le film parce qu'il a vu des gloires de la NBA, ce sport de 1. voilà. Donc Non. il faut le calmer un peu. Et franchement, moi, je qui connais rien au basket et qui ne connais rien, surtout à la NBA en plus, et au draft, au truc comme ça, au système de draft, etc. J'étais complètement perdu. Et là, j'ai aimé ce film-là. Quoi. Ça m'a emporté. Mm. Et j'ai adoré Adam Sandler dans ses king size, pas si, non, oversize. Ouais, j'aime bien. Avec son pull Dans fédéral ses donut. oversize, j'ai adoré. Je trouve que ça lui va tip top ce film. Il a une bonne dégaine. Bonne il est dégaine à- d'oversize. À la cool, il joue bien, je trouve. C'est pas son, c'est il est pas attachant. son outfit de tous les jours. Il est Bah tout si, c'est habillé ça en comme fait. C'est un peu le gars qui est arrivé dans le film et il s'est dit un film sur le basket. Oh, ok, je vais le faire. Mais c'est un fan de basket. Bah Adam oui, ça se voit. le Alors, fan juste- des Knicks. Juste, Ouais, il a fait beaucoup de vidéos, tu le vois effectivement jouer au basket et puis même jouer sur des playgrounds avec des kidams. Mhm. C'est un fan acteur. Juste, je vais faire un petit pitch. Donc, Adam Sandler qui joue le rôle donc d'un ancien joueur de la NBA qui est recruteur pour les Sixers de Philadelphie en Pennsylvanie. Et donc, il est en perte de vitesse et il repère une potentielle star du basket en Espagne et pour lancer. Et donc, il l'emmène avec lui dans ses bagages aux États-Unis. Pour essayer de lancer sa carrière et surtout relancer la sienne. Bah, c'est un peu dur pour lui parce que c'est quand même un scout qui est très connu en NBA, quoi. Donc Exact. un scout, c'est quelqu'un qui effectivement va chercher les joueurs. Mhm. Il y en a dans tous les sports. Hein. Oui. Et donc lui, apparemment, il est connu de tous les grands de la NBA. Et bon, il galère un peu dans la vie apparemment puisque financièrement c'est pas ouf. Et j'ai regardé un peu et c'est vrai, le salaire des scouts c'est indécemment peu aux États-Unis. il était pas proche d'être aussi joueur Coach. pro. Il était ancien joueur. Oui, il se blesse si j'ai bien Chez les- compris. Non, il chez y a les pas un jeunes. truc comme ça. Pas chez les Ouais, jeunes. il aurait pu passer pro. Mais Et il il s'est a fait un écraser. accident, où Non, il la main, s'éclate la la main. main parce qu'il picolait ou un truc comme ça, quoi. Ouais. Il avait un accident de voiture. je crois. Accident de voiture et il peut plus et il devient du coup scout, quoi. Ouais. Et il repère. Et c'est un des meilleurs scouts, mais qui galère quand Et même. il est pris sous l'aile, on dit ça, du dirigeant qui décède. Et Ouais. donc le club est donc la gestion du club est confiée à son fils, Qui est un gros connard. qui est un gros connard et qui n'est pas forcément enclin à le garder, quoi. Bah, il prend pas ses idées en fait, quoi. Alors, ce qui est super passionnant, c'est que bon, c'est vrai que vous y intéressez pas. Donc le patriarche, c'est Robert Duval. Oui, Ok. c'est ça. Et il y a un problème de gestion, là je parle dans la vie réelle, en NBA, des Sixers depuis des années. Et se dire que ils mettent ça en avant, ils montrent les problématiques, c'est parce que ce qu'on voit dans le film, c'est ce que les fans de Philadelphie déplorent depuis des années, une mauvaise gestion, aussi bien c'est des choix complètement hasardeux à la draft, au coaching, enfin des trucs de dingue, et se dire bon on va faire ça à Philadelphie, on va tourner dans l'antre de Philadelphie, tu vois, chez les Sixers. Moi j'étais sur le cul que les mecs ils acceptent ça parce qu'ils montrent quand même des dirigeants qui sont Le trait est grossi quand même. ouais Non, parce que c'est vraiment un sale connard. Tu peux pas être Oui, non. dirigeant et prendre dire des trucs comme ça. oui quoi. bien sûr, non mais le trait oui mais enfin On est d'accord. ouais. Non mais il y a des alors oui et Tu non vas pas parce- dire non à un scout, tu vois, je veux dire, ultra reconnu en NBA qui te ramène une pépite, le gars il dit non, c'est de la merde. les fans de Clippers te diraient le contraire parce qu'on a eu des dirigeants qui ont été je vais pas rentrer dans les Enfin, détails. si c'est vrai, c'est mais- fou. Mais il y a des trucs, oui, il y a des trucs aberrants, tu vois, en Ouais. NBA à ce niveau-là. Mais mais
j'ai aimé le film parce que je suis fan de NBA. Il y a aucun avis subjectif dans ce que je racontais. Là, c'est un film très plaisant, c'est extrêmement académique, la manière dont c'est tourné, Oui, la oui, manière dont c'est voilà. écrit. C'est des histoires qu'on a vues 1000 fois. Il y a des Ah, clichés, quoi. avec des clichés à n'en plus finir, avec c'est le truc, voilà, le dépassement de soi, voilà. Ouais, Enfin, tu cours, t'as Rocky, quoi. allez, tu vas arriver sous le c'est chrono. ça. Il y a C'est la... Rocky, quoi. Oui, c'est ça. Le Puis- bad boy que tu vas chercher dans un Il y a la quartier fille. craignos, machin. Le Ouais. bad Quand boy, tu montes les escaliers, le bad boy qui fait Mais une ça- bagarre. Mais ça c'est voulu. Oui. Mais après la référence à Rocky, elle est voulue. Oui, bah elle est oui. plus Oui, elle est très volontaire. parce ouais. qu'elle est complètement volontaire. Non, mais le truc avec voilà la famille avant tout, ma fille, machin. Donc Ah, il y a aussi un personnage d'antagoniste, tu sais, il y a un genre de basketteur méchant qui est Oui, vraiment oui. un salopard et tout. Ah C'est un oui, vrai- cliché, c'est un vrai joueur, hein. oui, c'est un vrai joueur. Oui, parce qu'il faut créer effectivement avec un antagoniste, il faut créer une certaine Une rivalité. tension, une rivalité. Mhm. Mais moi, au-delà de ça, c'est vrai que j'ai pris un plaisir de fan parce que c'est très rare. Moi, tourner, filmer du basket, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Et parce qu'on a souvent vu aussi des films de basket. Quand vous jouez au basket, quand vous aimez ça, à quel point c'est ridicule. C'est, enfin, tu n'y crois pas. Bon, c'est pas du curling, quoi. Non, bien sûr. Mais là, franchement, là, j'y croyais et ça fonctionne. Et Adam Sandler, dans ce genre de rôle. J'avais parlé d'un film il y a pas si longtemps qui traitait du basket avec Ben Affleck, qui joue le rôle d'un entraîneur alcoolique. Et The Way Back, c'est ça ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Et ça marche bien parce que l'entraîneur ou là le scout, peu importe, qui est au fond du gouffre et qui lui va transposer en fait son mal-être, tu vois, et son incapacité à gagner, et il va essayer de projeter ça Sur quelqu'un de d'autre. détourner ça sur d'autres. Comme les parents et les enfants quand C'est ils ça. font du sport. Mais ça marche. Tu vois, toi, en tant que spectateur, ça fonctionne toujours. C'est une facilité scénaristique, mais ça marche. Tout est attachant dans le film, en fait. Enfin, moi, j'ai aimé plus ou moins tous les personnages. Ouais, tu t'attaches facilement parce qu'il passe bien à l'écran. Et puis le joueur, Juan, il passe bien aussi. Ils l'ont choisi. C'est un vrai joueur pro de NBA il est passé par les Timberwolves, je crois, et puis encore peut-être. Enfin bref, une autre équipe. Juan Herman Gomez, oui. Et ils l'ont choisi parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que il a pas grand-chose à dire, mais quand il passe à la caméra, son côté un peu en retrait, un peu Ça match. ténébreux, un peu machin, il est crédible et que nous, on arrive à l'accepter. Et puis le mec, il enchaîne les 3 points. C'est un vrai joueur de NBA. Ouais, c'est ça. Donc quand tu mais le vois c'est- jouer au basket, t'es là, ah oui, d'accord. En plus, il est grand, il est athlétique, il va vite. Moi, j'ai une question Maintenant- juste qui n'a rien à voir avec le film. Mais comment est-ce qu'il suffit d'être grand, d'avoir plus de 2 mètres pour être bon au basket? Bah non, non. clairement pas. Tu vois, Mais- non, mais c'est parce qu'ils sont tous grands. Et tu vois bien tous les grands. tests, Mais- tests qu'ils font, les tests D'agilité, d'agilité, de vitesse, tu vois. Enfin, je pense que pour être bon au basket, faut être tout à la fois. faut être quoi. complet, quoi. C'est clair. C'est le sport le plus complet du monde. Il faut tutoyer le génie. Il faut être un artiste. Après, Non, après, juste Oui, pour Tony pour Parker, elle me disait, Eleonore, Tony Parker est pas très grand. Oui, mais son poste, Alors, son la- poste lui permet Il a la taille de Mathieu, donc il est comme un demi-dieu. Effectivement, toi, ta question c'était est-ce qu'il faut être comme ça ou est-ce qu'on est bon Est-ce à que partir du moment où on est grand C'est ça, ouais, c'est ça. Bah non, mais c'est alors Non, mais je sais très c'est bien, une- je sais qu'il faut pas suivre. Enfin voilà. Non, mais c'est une bonne réflexion. c'est- Regarde au foot, c'est la même chose. Dans tous les sports, c'est pareil. Non, mais je sais très bien qu'il suffit pas d'être grand pour être bon au basket, mais je Le me seul truc, dis. c'est que par contre, tu vois, au volley, un mec, là aussi, il faut regarder quand nous on regarde à la télé et que tu vois Tony Parker jouer au basket et que tu te dis tiens, il y a un petit. Le mec, il fait 1m85 Tu fais combien? ou 87. 87. D'accord, c'est pas un petit, hein. Il est déjà grand. Ouais. C'est juste comme au que rugby, les petits gringalés. les- Il est Mais gringalé. c'est lui. ça. Ah, le Il regarde fait le 120 Grams. kilos. En Oui, fait, mais par rapport aux 2m5, Bien effectivement, sûr, il donc- paraît à la Après, télé. regarde, relativisé. au début du film, tu vois Boban. Boban, Donc Boban, il fait 2m20. Boban, 22 ans. Boban, en fait, c'est une espèce. Ah mais Beau bébé. il a cet âge-là en plus. Boban, en fait, c'est une mascotte en NBA. Tout le monde l'adore. C'est un C'est personnage. comme Yao Ming. Non Yao Ming, pour le coup, c'était un très bon basketteur. Et- Ouais, mais vraiment. Il était super grand, 2m20 aussi. Ouais, Oui, mais très très bon. Boban, il est pas très bon. Boban, en fait, c'est un mec qui est impressionnant. Il va jouer 2-3 minutes par match. Il est pas obligé de sauter d'ailleurs. Ouais. mais, Presque, non, mais il va faire le taf en tant qu'intérieur. Mais c'est pas un mec que tu peux faire jouer un match complet. Moi, je me souviens quand j'étais gosse, t'avais des gars comme comment il s'appelait un joueur d'ailleurs qui était passé par Pau Orthez, qui mesurait 2m30. Quand il arrive en NBA, ouais, Il se cogne au panier, les gars. Oh, Ping. Murzan, 2m30. Eh oui. Mais c'est ce qu'on appelle de manière.
Mais rigolez pas, c'est ce qu'on appelle de manière un peu péjorative des freaks. Mais quand Ah oui, ils bah arrivent, oui, oui. quand ils arrivent en NBA, bah là les scouts. devait avoir une bite, putain. Ah là 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 là. Ça y Mais est, putain, Mathieu, ça va. mais là, je Pas m'en encore, vais, Mathieu. je m'en Non, vais. non, là. vas-y. Fais venir Georges Eddy. Mettez vos casques. Elle est 2m30, mais 2m30. j'imagine même pas ça. Non mais Ah ouais, non, mais- Murzan, quand il quitte Portez et qu'il arrive quand il arrive en NBA, il a du mal à se mouvoir. Ces gens-là ne vivent pas très longtemps parce qu'il y a des problèmes oui, oui. d'articulation et quoi que ce bien soit. Mais sans déconner. Ouais, alors tu vois son visage, en fait, il a atteint de gigantisme, mais aussi dans le visage. Boban, c'est un peu le cas ça, aussi. ça. Quand on avait traité le film de Kurosawa, je sais pas si vous vous souvenez, Le bah, géant, bah, le géant, à la masse. c'est ça aussi. Je sais plus d'ailleurs le thème technique, mais C'est du gigantisme, ouais. ça va. oui, mais encore une autre, mais bon, on s'en fout. Et c'était impressionnant de le voir au bout d'un moment arriver à courir. Quand tu vois un mec de 2m30 qui court sur le terrain, Ah, c'est fou. à un moment donné, il y a eu un travail physique. Mais pourquoi il est appelé à jouer au basket, même à Portez? Il faisait pas de basket avant. C'est parce que sa taille, forcément. Ah ouais, d'accord. Oui. Donc là, on est en train de nous montrer des photos de Murzan. Murzan. Oh putain, mais c'est Mais c'est impressionnant. Shaquille O'Neal à côté. Ah bah c'est celle-là, Hein d'accord. C'est pas Shaquille O'Neal Non. Ah, j'ai eu peur. Non, c'est Tim Hardaway. Ah, j'ai eu peur. Tim Hardaway, il fait dans les 1m95, un truc comme ça. Ah, ok, j'ai eu peur. Ah oui. Non. Shaquille O'Neal, mon enfant. Alors, mon petit, Ah, viens. c'est ça. Bah oui, c'est ça. Non, Non, c'est- mais sinon, le Non mais des films frais comme ça, moi, je trouve qu'on pourrait en faire plus régulièrement, c'est cool quoi. Pitié. Enfin, après, moi, bah, Après, il est je suis pas intervenu jusque là parce que je voulais pas trop C'est l'ambiance. trop casser l'ambiance et tout. Après bon, moi c'est vrai que jusqu'au bout je leur ai dit mais vous êtes sûr que je participe, je peux vous laisser la place et tout, parce qu'en fait vraiment pour dire, moi je pars de très très loin au niveau basket, j'y connais vraiment rien et en fait bon par contre je me suis vraiment laissé avoir parce que j'ai halluciné à la fin quand j'ai vu le nombre de caméos en fait qu'il y avait dans le film. Il y en a bien une trentaine, quarantaine, je pense quasiment tout le casting c'est des caméos. produit par la Warner. Et ben justement, et en fait, la seule personne que je m'attendais à voir, c'était LeBron James, parce que pour moi, c'était un mec qui avait joué dans Space Jam 2, donc je pars de très très loin. Pour dire, et Mathieu il le sait, il y a pas longtemps, je lui ai dit mais c'est qui Kobe Bryant? Parce que je lui ai dit j'ai entendu parler de ce mec qui était mort d'un accident, mais je savais pas qui c'était. Donc du coup, voilà, moi je suis pas la cible. Après, si je prends le film tel quel, bon bah on est vraiment sur un Rise and Shine hyper classique à l'américaine. C'est hyper, ça dégouline, c'est hyper programmatique, c'est hyper cliché. Moi, je l'ai déjà oublié. Après, par contre, j'ai pas envie d'être trop méchant avec le film parce que clairement, ça se voit que ça transpire, mais ça transpire l'amour du basket. Et je pense que Et c'est ça qui parle. que ce soit Adam Sandler ou même le réalisateur. Et honnêtement, il y a des très beaux plans, il y a des très beaux images. Il y a toute une séquence d'entraînement que j'ai trouvé vraiment géniale où tu suis un ballon de basket d'un plan à l'autre. J'ai trouvé ça hyper fun. Même au niveau des matchs de basket, il est très bien filmé. Donc voilà, tu passes pas un moment déplaisant. Après, pour ma part, je suis un peu HS et Non. quel dommage d'avoir Robert Duhamel et Ben Foster et de leur faire jouer rien du tout dans ton film. Et le couple Adam Sandler-Queen Latifah, c'est juste pas possible. Moi, j'y crois pas. Non, on n'y croit pas, on n'y Non, croit c'est pas. vrai. Mais moi, Ça, c'est vrai. ce qui m'intéresse en fait, c'est effectivement la France, malgré les bons résultats de joueurs français au basket, c'est pas un pays de basket culturellement. Même s'il y a des grands bonnes talents, équipes. Oui, la oui. plupart vont migrer en NBA, ils veulent pas rester en France, voilà, parce que voilà, ils font toute leur carrière là-bas. C'est comme les Américains au soccer. Ouais, voilà. Mais en fait, donc on a plus. De toute façon, en France, culturellement, c'est football. Voilà, ça reste comme ça. Mais paradoxalement, c'est ça en fait qui m'intéresse. C'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Et je suis content que que notre ami Thomas nous ait dit qu'il a pas aimé pour des raisons aussi parce qu'il n'aime pas le basket. Le film marche a priori. Le film marche très bien. En tout cas, j'ai vu en France et ça fait des semaines depuis qu'il est sorti les premiers films vus, tu vois, sur Netflix. Mais qui regarde ça finalement? Est-ce qu'on l'aime parce que c'est un film familial malgré tout, parce que c'est le côté comme tu disais, Non. Rise and Shine, tu vois? C'est je sais les pas. amateurs de sport en général et de basket, mais de Tu sport. penses vraiment Tu vois, oui, parce que moi je pense que, enfin moi le basket je le suis de très loin et pourtant j'ai été happé par ce film-là, mais parce que j'aime le sport en général. Tu l'aurais regardé Les si on sports l'avait pas d'équipe. programmé? Franchement, Je non, pense mais que oui. Ouais, oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que ça marche et que ça plaît parce que ça reste un film quand même très consensuel.
tu vois, Oui, oui, qui aussi. est assez fédérateur et qui peut, ouais, je pense qu'il peut plaire avec des bons sentiments au plus grand monde, tu vois. Oui, exactement. Je sais pas, moi j'en avais rien à carrer du football américain. J'ai déjà regardé les films avec Denzel Washington, Ouais, oui. là, Ouais. ou même le film. Mais après ça, c'est des quoi, le films film aussi un avec petit Tom peu Cruise. sur White Shame. C'est, tu vois ce que je veux dire? Ah Il y a oui, aussi un ouais, peu ce mais- sentiment-là. Toi, tu parles du dernier des combats ou des trucs comme ça? Voilà. Ou les géants, je sais pas quoi, truc des géants. Enfin bref, il y a aussi avec Tom Cruise là quand il fait l'agent, gagne-moi le blé. Jerry là, Maguire. Jerry Maguire. Et puis il y a le très très bon avec Brad Pitt. Oui, le- Moneyball. Non. Ouais, c'est oui, ça, oui, Moneyball, je sais c'est plus ça le titre français, qui est Le formidable. stratège. Le stratège. Moi, Très très grand moi, film. je pense, tu vois, alors, si on parle de football américain, là, je suis d'accord. Ça, c'est du baseball. C'est du Le- baseball. Le ça. mec qui n'y connaît rien du tout. Moneyball, c'est Ouais, Avec ouais. Jonah Hill Un aussi, qui film est de- très très bon d'ailleurs. Un de mes films de sport préférés, c'était L'Enfer du dimanche d'Oliver Stone, qui est vachement bien. Ah bah voilà. Oui, Bah oui, voilà. oui. Alors ça, c'est un très grand film sur le football américain. Effectivement. Et ça, c'est un film, même si tu n'aimes pas le football américain, même si tu n'y connais rien, nous en France, on n'y connaît pas grand-chose, c'est passionnant à voir. Mm. Vous avez pas vu ce film de Oliver Stone? Je crois pas. Je crois qu'il est dispo. Il est pas dispo sur, je crois sur Amazon, Amazon Prime. Je crois. Prime, peut-être. Regardez-le, Faut c'est regarder, formidable. Sinon, il y a s'appelle, Shaolin tu disais, Soccer. pardon aussi. Comment tu Et dis j'adorais le titre original, Any Given Sunday. Le- Non, mais le Et il y a une titre- super scène avec Cameron Diaz dans ce film. Parce titre qu'elle fait- français. C'est un des meilleurs rôles de Cameron Diaz, qui joue Ouais, le salope. elle est géniale. L'enfer du dimanche. Et elle, oui, se j'ai retrouve vu. elle se retrouve dans les vestiaires avec des mecs à poil avec des bites énormes et ça m'avait vraiment marqué. C'est pour ça que j'aime bien le film. Non mais moi, alors autant j'aime le sport et tout ça, mais j'ai quand même envie. Enfin, je te rejoins quand même, Tom, bon sur le. Ouais, dans le sens où j'aime le film. Comme tu dis, il se regarde. Voilà, il y a ce qu'il faut. C'est ça coche toutes les cases en fait. C'est gentillet. Voilà, ça se Beaucoup de regarde clichés, bien. quoi. C'est un divertissement. Après, je pense que je sais pas vous, mais quand t'as Netflix et que t'as pas le reste, t'as un peu la dalle quand même. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand les trucs ils sortent, tu te jettes dessus. Donc dès que ça, tu vois, basket, Sandler, pourquoi pas, allez hop, on y va. On regarde, puis Sandler dans un autre registre, il est pas forcément mauvais, il est même, Non. il fait ses petites productions, comédie romantique, machin, là il s'est trouvé sa copine, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, voilà, et ils remplissent, enfin ils font rentrer la thune un peu comme ça, tu vois, ils font leur truc, lui il produit un peu, il investit là-dedans, mais il est capable d'eux. Tu vois, et Ouais. quand le film là il sort, bah c'est comme le film dont je crois que vous allez parler là avec comment il s'appelle, Hemsworth. Spider-Man. Machin, ouais, Spider-Man. C'est pareil, tu vois, c'est à un moment donné t'es sur Netflix, moi je vois le gars et je me dis bon bah de toute façon j'ai rien d'autre à regarder. Donc à moins que tu te lances dans les reportages, les trucs un petit peu, ou que t'as une série que tu suis ou machin, à un moment donné si tu ponces un peu, tu peux te retrouver très très vite à te dire bon je regarde tout ce qui sort quoi, un peu sympa, et forcément ça va en faire partie. Ok. Il nous avait quand même prouvé Attention, c'était micro, quand, en 2019 avec Uncut James des frères Safdie, C'est bien. à quel point il était bon. Tu vois, il nous rappelle quand même parce que Adam Sandler, c'est vrai nous on a l'image de lui. En même temps, il a aussi vachement aussi investi là-dedans. C'est tous ces films, ces comédies un peu pipi caca. Et putain, le mec, il a tourné quand même chez Paul Thomas Anderson. Il fait Punch Drunk Love, qui est quand même un très bon film où lui il est excellent. Il fait Uncut James, qui est vraiment un film formidable. Donc je crois que c'est 2019. C'est comment le film avec il sort des attentats des deux tours et il se balade en trottinette avec C'est pas Wine Over Me ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça? qui était très bien dedans aussi. Il est relativement récent ce film. Putain, je sais plus. Non, Oui, il est complètement déprimé. Il est Ah, dépressif. le rêve de. Et il joue avec l'acteur. mince. Oh la vache. Ah, c'est Ben Stiller, ça, pardon. Excuse-moi. Ah, la vidéo automatique. La vie, ouais. Non, mais non, mais parce que, Ah, c'est pas loin. c'était un peu, ouais, il était déprimé. Non, il y a il ça, avait- c'était très bon ça. Oui, The Meyerowitz Stories aussi de Noah Baumbach. Ça, c'était très bon ça. Non, il a Non, quand même non, des mais- super films. En fait, ce qu'il y a, c'est que à Hollywood, Adam Sandler, il est reconnu par ses pairs comme étant un bon comédien. Mais le public l'identifie comme étant un comédien de cinéma un peu de guignol quoi. Pipi caca, ouais, clairement. C'est ça. Donc c'est pour un investisseur, c'est compliqué. Tu vois, LeBron James, quand il s'y fait appel à lui aussi en tant que producteur, enfin ils travaillent ensemble, hein, c'est un travail un peu collaboratif. C'est pas pour rien, c'est parce que si Adam Sandler n'avait pas fait tellement aussi de vidéos sur le basket où tu le vois avec ses copains jouer au basket, c'est que ça lui donne une certaine crédibilité aussi. Sur le sport, quoi. Ah oui, et sur, Mhm. et sur ce sport-là en particulier. Il est vraiment très bon dedans. hein. Il est temps, messieurs, de passer au film. Merci Mathieu de ta participation. Alors, il est temps de passer au deuxième film, le film sorti en salle le 8 juin dernier, le film Men.
Voilà, de Alex Garland. On attend que Eleanor se mette en place pour nous faire part de son ressenti à travers de ce film. Alors, On avait besoin d'un point de Alors, vue féminin pour ce film. c'est ressenti. Moi, je l'ai vu ce film-là avec Eleanor cette fois-ci. Je crois que bon, bref, avec Ah, Eleanor. On est dans la configuration du film, hein, et Léonore est entourée d'hommes. Voilà, c'est ça. Oppression totale. Et que Laura est une amie d'Éléonore aussi, Aviva, qui va Bon, on n'a pas la même potentiellement nous rejoindre bientôt dans cette équipe. On verra. Alors, Éléonore, ton ressenti sur ce film, on est ressenti un peu perplexe au départ de ce Perplexe, film, ouais. de celui-là. Alors moi, il y a des moments où j'ai ri, mais c'était sûrement par nervosité parce que il y a des scènes. Attends, j'essaye de Y a- me y a rappeler un si j'ai côté pu un rire peu, dans ce truc. Putain. Si, moi j'ai ri parce que c'était tellement gros, énorme. Enfin, il y a un côté gore aussi qui était un peu trop soutenu pour moi. Mhm. Le coup du bras coupé en deux, tout ça. Enfin. Ah ouais, ça c'était Ça- pas ça mal. m'a Dans la fait boîte aux marrer. lettres. C'est bien dégueu. Et il y a d'autres moments où j'ai bondi, mais pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est plutôt parce que j'ai trouvé qu'en fait c'était pas du tout fait. Ça manquait de finesse. Ouais. Alors, avant que tu continues ton Ouais. propos, j'aurais dû commencer par ça, je vais faire le petit pitch. Donc c'est Mens, donc c'est après avoir vécu le suicide de son compagnon Jessie Buckley, qui est interprétée par, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est Jess Buckley. C'est Jessie Buckley. En fait, c'est Ah oui, non, c'est Harper Marlowe. Marlowe qui Harper, interprète, c'est voilà, voilà. et Jessie Buckley, c'est l'actrice, voilà, c'est C'est ça. ça. C'est moi qui me suis trompé. Et C'est qui Harper, donc ouais. elle part se mettre au vert dans la ruralité du sud-ouest de l'Angleterre. Voilà. Donc Bah, déjà le ouais. décorum est sympa. Là où elle débarque, Ouais, c'est une belle baraque. c'est une hein. belle baraque. Ouais, c'est une belle baraque. J'y passerai mais bien bon, mon t'as- week-end. Mais Ouais, après, Donc, elle loue non, un- non, pas trop. En fait- Tu vois ce qui s'y passe. Moi, ça me Bah, donne la- envie. Après, ça se gâte. Je suis Je d'accord. pense, je pense C'est un justement peu que glauque. l'écran dans lequel on met cette histoire, Mhm. et ce qui va lui arriver, ce personnage, c'est justement, ça fait partie de la fresque que va nous proposer un peu. Bon, on est Le d'accord, on réalisateur, tu vois. spoil, on Ouais, essaie ouais. de pas spoiler. Non, le- bah, pas. justement, ce que je veux dire, c'est que Bah. le décor est un peu Ça va être paradisiaque, c'est beau, c'est verdoyant, c'est magnifique, c'est poétique, c'est calme. Et d'ailleurs, ce film, il est un peu poétique par sa réalisation. il y a, parce que très onirique, Alex hein. Garland Absolument. fait des choses très oniriques comme dans Annihilation. Annihilation, voilà. entre Il y a autres. toujours cette relation avec sa vision qu'il a des femmes, de la nature, puis du mélange des deux Des aussi. deux. Voilà, Mm. donc il y a un côté très onirique effectivement. Très métaphorique. Ouais. Mais malgré tout, j'ai trouvé qu'on a vraiment manqué de finesse. Il a plein de bonnes intentions, mais moi ça n'a pas marché avec moi en tout cas. Je trouve qu'il y a Même le beaucoup, message. beaucoup trop de clichés. Le coup de son ex là qui l'accuse, qui va lui Qui- dire chantage affectif. chantage affectif, je vais me suicider parce que ne me quitte pas, tout ça. Je trouve ça lourd. Oui, c'est Je vois lourd. pas, j'ai pas été touchée. C'est trop manichéen pour moi D'accord. et au final trop prévisible parce que voilà. Je vais pas raconter la fin. Bah mais... non, non. Bah la fin, de toute façon, Non, bah oui, peux mais pas c'est forcément Ah, Non, la- non, mais t'as raison, elle est d'accord, tu formidable. peux juste dire ça comme ça, je pense que ça nous suffit. Oui. Effectivement, donc d'accord, oui, toi t'as trouvé les mécaniques un peu lourdes et un peu gros sabots, quoi. Terriblement gros sabot. Mm. Le prêtre qui vient claquer sa main sur sa cuisse en Ok. guise de bienvenue. Ah, Enfin, hashtag gênance. Tu sais quoi, je trouve ça lourdin quoi. Enfin, Ah ouais, j'ai bien aimé tu- cette scène, ce que j'ai trouvé Bah, vraiment voilà. malaisante au oui, possible. c'est- oui, ouais, complètement, c'est ça. oui, Mm. oui. Mais, Ah ouais, ça, elle a été réussie. Ouais. Là, bon, après c'est la proie, la victime, tout ça. La seule scène que j'ai bien kiffé, franchement, et qui m'a vraiment donné des frissons, parce que c'est ce que j'attendais en voyant ce film, c'était la scène du tunnel C'est la meilleure scène. Oui. où Clairement. tu l'entends, elle chante, il Il y a y a l'écho. l'écho qui est renvoyé, et puis elle voit cette silhouette qui sort de nulle Non, mais part, moi, j'aurais flippé ma Mais, race. surtout, qui reste Hein statique. Dans un il tunnel à attends, Saverne. il s'observe, et après il se met à la courser en mode je vais te buter. non, mais surtout aussi que c'est qu'elle est en plein milieu du tunnel. C'est C'est-à-dire ça. qu'elle s'est vraiment bien, Ah, bien avancée avancée, en ouais. plein milieu du tunnel et elle est comme Elle est un peu coincée. un peu sidérée, voilà. Ah, oui. Et cette scène-là, elle est terrible. Et Attention, quand tu le dévoile vois. pas tout. du mais film. putain, non, mais c'est chiant. Vas-y, non, vas-y. Quand tu le vois approcher Enfin, de la baraque, Il y a un truc un peu polythéiste ou du paganisme. Mm. Tu sens qu'il y a cet être, mais avec un mélange de nature, de créature, enfin un peu chelou. Bah lui, c'est l'homme vert, non? C'est ça? C'est du envers. Ah bah complètement. Non, non, c'est, alors même, alors, Oui, attention, c'est- comme on dit, le problème, je pense aussi pour beaucoup de personnes avec ce film, ça va être le symbolisme qui est partout. Il y a énormément de symbolisme dans ce film, autant païen que
que christique, qu'il y a beaucoup de choses dans la musique, dans comme dit, dans les symboles que l'on va voir, que ce soit des gravures, que ce soit des personnages, que ce soit des choses. Il y a plein de choses comme ça qui sont. Alors on peut les appréhender, comme moi je l'ai fait tout simplement sans trop savoir. On se rend compte que ça signifie éventuellement quelque chose. L'homme vert, moi, la légende de l'homme vert, je savais pas du tout ce que c'était. Et c'est quelque chose, effectivement, c'est un signe païen. Normalement, c'est bienveillant. Ça nous rapporte au printemps, à la, comment on appelle ça, au fait de pouvoir enfanter, Fertilité. de la fertilité, voilà, merci. Et normalement, c'est quelque là, chose. pour le coup, c'est quelque chose. Là, pour le coup, il y a eu Il y a beaucoup. fertile. Tout le monde est très fertile. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'as cette symbolique-là et t'as des gens qui vont peut-être avoir cette connaissance et qui vont tout de suite capter la symbolique. Ils disent, ok, on parle de ça et on est en train d'en détourner le sens. Il va y avoir encore. Et il y a, alors je veux pas en dire plus, mais il y a plein de choses comme ça qui vont être présentées, soit par un cerf, soit par machin d'une certaine manière, et qui vont pas forcément te parler. Vous étiez en train de parler de la scène du tunnel. La scène du tunnel, elle commence par une musique. Elle fait sa petite promenade qui va l'amener à ce fameux tunnel. Elle est dans un milieu, comme je disais tout à l'heure. bucolique. Et c'est bucolique, c'est féerique, c'est poétique. Et Un même. peu inquiétant quand même. Bah, Mais, mais oui. justement, mais le Sans qu'il va moment, se passer un la truc. musique qui est derrière, ce sont des psaumes chantés. Alors moi, je les décris pas parce que je comprends pas ce qui est en train d'être chanté. Peut-être que des gens les connaîtront et eux, Mais ça c'est va son prénom, leur parler c'est plus. Harper. En fait, c'est ce que j'ai entendu en tout cas. C'est vrai? Ouais. D'accord. Moi, je l'ai pas, mais tu sens que il y a cette aura, même si tu le comprends pas exactement en quoi, l'aura, tu l'as, en fait, tu la captes. Et ça, pour ça, par contre, le réal, moi, j'ai trouvé, alors il y a aussi des choses qui m'ont été difficiles dans le film à appréhender, mais ça, c'est quelque chose qui m'a très bien retransmis. Visuellement, auditivement, il y a une vraie expérience. Il sait jouer avec sa caméra, ça c'est un truc, même si moi je suis pas capable de vraiment analyser, il arrive à me mettre dans une position très agréable, et en mettant juste la caméra au bon endroit, en mettant le personnage comme il faut, il m'empêche de voir quelque chose et il va me générer de l'anxiété. Tu vois, il y a des trucs comme ça, et notamment cette scène, entre autres, et qui est pour moi aussi une des plus réussies, en tout cas peut-être de la première partie du film, on va C'est dire. la plus réussie. Ouais. Et franchement, jusqu'à un certain moment, moi j'ai vécu une vraie expérience cinématographique, et j'ai trouvé autant ce film, il a pu me remuer, me chambouler, et peut-être même m'interroger, parce que en sortant aussi de la salle, je me suis dit, Qu'est-ce que je viens de voir? qu'est-ce que j'ai vu, et est-ce que je comprends ou pas du tout, en fait, tu vois. Mais c'est une j'ai expérience. vraiment eu des moments vraiment très intéressants de cinéma, en tout cas. J'étais content d'aller le voir, surtout que j'y suis allé accompagné de ma compagne. Donc déjà en couple, c'était particulier à voir, hein, du thème, et pour le film que c'est, parce qu'en plus Oriane elle est pas très fan de films d'horreur. J'y suis allé sans lui dire ce qu'on allait voir, et moi-même je savais pas trop ce que j'allais voir. Donc la surprise a été quand même assez importante, et c'était assez agréable finalement. Je trouvais que ça manquait quand même d'originalité au niveau du scénario. Ah bah, non mais je suis pas- désolée. pas- Quand je peut-être parle en de termes clichés, scénario, quand je parle parce que les images que j'ai non mais vues, pas forcément les images, mais parce qu'il y avait au niveau de la photo c'était très beau, mais le côté relation toxique, tout ça, moi ça me fatigue en fait. Alors pour ma part, moi j'y allais, j'avoue que j'y allais un peu reculons au départ, parce que bon, j'avais Ex Machina, finalement sans doute sont plus classiques en termes de narration. Annihilation, pour moi ça avait été assez compliqué, parce que voilà, on était déjà dans un film très très métaphorique, très onirique, et moi j'étais passé complètement à côté. En fait, moi j'ai un rapport assez compliqué avec les films oniriques, c'est-à-dire que moi ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que si j'arrive à choper le message et que j'arrive à peu près à comprendre où on veut m'emmener, ok, je suis embarqué. Par contre, moi dès que j'ai pas les refs, dès que je comprends pas ce que je vois, ok, c'est joli. Alors là, je suis complètement à des kilomètres. C'était le cas avec Annihilation. Ouais. Et du coup, je me doutais que Men était dans cette veine-là, donc ça me faisait un peu peur. Alors je suis d'accord avec Eleanor quand elle dit que ça manque clairement de finesse, c'est assez gros sabot. Il faut quand même le dire, c'est pas un film qui est hyper accessible. Non. Il faut quand même être conscient de ce que tu risques d'aller voir. Et donc pour le coup, moi je t'avoue, oui ça manque de finesse, mais par contre on m'a quand même du coup un peu pris par la main, et ça m'a pour le coup bien aidé à comprendre que j'étais en train de voir, ce que j'étais en train de vivre, parce que clairement en effet c'est une expérience. Et du coup pour le coup je suis pas du tout sorti frustré de ce film, je suis sorti peut-être hébété, interloqué parce que j'ai vu, parce qu'en effet il y a quand même une dernière demi-heure, mais c'est du pur body horror comme j'ai rarement vu, parce que j'ai vu des scènes que j'ai jamais vues clairement. Mais c'était pas indispensable.
Ah bah, Ouais, j'ai surkiffé. Moi, je trouve ça jouissif au Ouais, possible. mais à un tu vois. moment, faut s'arrêter, quoi. Ça voulait plus s'arrêter. Oui, c'est vrai que ça s'arrêtait plus. C'est bon, tu montes un peu, on a compris. Après, toi, tu disais tout à l'heure que c'était manichéen. Pour moi, pas forcément, parce qu'au final, je me suis quand même posé la question pendant tout le film, justement sur le point de vue, puisque bon, on spoil pas. Après la thématique, tout le monde la sait. De toute façon, elle est sur l'affiche du film. Hein. C'est ça. C'est le mal engendre le mal, c'est la tagline. Hein. Oui. Donc clairement, c'est sur la toxicité masculine et les rapports hommes-femmes. Mais au final, alors, elle, en fait, elle part clairement. Ça, c'est les premières minutes du film. Elle part vraiment avec un trauma, un trauma très profond lié à son ex-compagnon. Et alors, en effet, à ce côté où tu peux te dire, tous les hommes sont des salopards à ses yeux. Et c'est pas pour rien qu'ils ont tous la même tronche dans le film, que c'est le même acteur. Et mon Dieu, que ça devait pas être simple à jouer comme partition. Et mais après, il y a quand même une grosse partie de culpabilité qu'elle se traîne. Et il y a quand même une question. On peut aussi se poser la question, mais est-ce que les femmes ne sont pas aussi responsables de la dérive violente des hommes, tu vois? Donc C'est horrible ce que tu dis. Franchement, c'est pour ça que je suis pas persuadé que ce soit aussi manichéen que ça. Tu veux dire, est-ce que c'est le film qui soulève cette question? Pour moi, ouais, parce qu'on parle quand même de la culpabilité pendant tout le film. Elle croque dès le départ dans la pomme. Donc en plus, ils sont obligés de le redire. Vous avez croqué dans la pomme, donc elle porte la culpabilité de Ève. Ouais. Mais moi, clairement, je me suis posé la question. Tout comme tu peux te demander, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant. Elle voit comme tous ces mecs qui ont la même tronche, et elle réagit jamais. Donc soit tu crois au postulat que tu es en train de regarder, ou parfois tu peux dire aussi, est-ce qu'elle est pas complètement folle? Cinglée, ouais. Est-ce qu'elle je est suis pas d'accord. folle? Oui, ça c'est Justement, vrai. mais quand il y a ça, il y a deux questions. C'est ça, moi, en fait, quand tu regardes, moi, c'est ça, j'ai pas réussi à répondre à cette question, mais il y a deux propositions, et je sais pas quel est l'avis du réalisateur, mais est-ce que c'est tous les hommes sont les mêmes et les femmes ne le voient pas? Ou est-ce que c'est elle qui voit tous les hommes comme étant le même? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais alors, sachant qu'elle ne relève jamais. Non, Tu vois, c'est ça. et à un moment donné, je me suis dit, bon, on est dans le côté, comment dire, interprétatif. Et c'est l'histoire qu'on est en train de voir, c'est clairement une prolongation de sa psyché et du coup de son état et de ce qu'elle a vécu et de ces choses-là, tu vois. Mais justement, j'arrivais pas à rattacher cet aspect-là à une réalité. Je savais plus si on était dans un rêve ou dans une imagination qu'elle pourrait avoir. Est-ce que c'était quelque chose qu'elle n'est pas vraiment en train de vivre, ou est-ce que c'était une vraie expérience qu'elle avait? Et ça a été, et j'ai toujours pas la réponse. Hein. C'est ce qui m'a plu, c'est que du coup tu sais jamais vraiment où te positionner, parce que je trouve que à tort le film, il était un peu marketé comme un film post MeToo, donc les femmes contre l'oppression masculine, mais je pense que le film n'est pas aussi manichéen justement. Même si après voilà, on peut dire qu'il est gros sabot. Moi, je suis pas fan de la partie païenne. Je pense qu'il y a peut-être un peu trop de masturbation intellectuelle. Ouais, il veut peut-être trop en mettre. Et du coup, je pense qu'il y a c'est son style, en fait. Ouais, voilà, il y a des choses. On aurait peut-être pu s'en passer. Mais moi, dans l'ensemble, j'ai passé un super moment. C'est quand même celui que j'ai préféré par rapport à Ex Machina et Annihilation. Mathieu est de retour, alors que revoilà la sous-préfète. Non, en fait, je vous écoute et c'est hyper intéressant parce que moi, c'est un film que je n'ai pas aimé du tout. Que j'ai trouvé extrêmement prétentieux. Et quand tu parlais avant, quand elle croque la pomme, c'est par rapport à la culpabilité d'Ève. Moi, c'est pas la lecture que j'en fais. En fait, quand tu croques la pomme, en fait, c'est l'arbre de la connaissance. Et elle prend, en fait, c'est là, à partir de ce moment où elle croque dans la pomme, qu'elle prend connaissance justement de la toxicité masculine et que celle-ci, en fait, est inhérente à l'homme. Et c'est pour ça que, comme tu disais, chaque homme a, en fait, ils ont tous le même visage. Et en fait, le mâle, en fait, chaque tare que soulève la masculinité porte le même visage malgré tout. Mais en fait, j'ai le sentiment qu'elle prend connaissance de ça par cet arbre-là qui est un arbre pourri, alors que je rappelle juste que la première femme de Adam, ce n'est pas Ève, c'est Lilith, qui est une démone, et qui est un personnage démoniaque, et c'est ce qu'elle est. Parce que quand tu parles, c'est au début, tu dis voilà, cette représentation, c'est de la culpabilité qu'elle pourrait avoir. Et à un moment donné, on peut se poser cette question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le film qui nous pose cette question-là qui est quand même extrêmement troublante? Est-ce qu'elle le pousse à se tuer? Est-ce qu'il se tue pour elle et ce chantage affectif? Sachant que les séquences sont tournées volontairement dans des fonds
rouge, extrêmement démoniaque. C'est Lilith. Orangé, tout ça. C'est les flashbacks, effectivement. C'est ça. Et c'est Lilith, c'est cette Ouais. succube-là, tu vois. le mal. Ouais. Et à partir du moment où Par elle... contre, il n'y a pas de doutage sur le fait qu'il se soit, qu'il soit. Si, il y a un doute sur le fait qu'il soit tombé ou par accident ou s'il s'est suicidé. Voilà. Mais Bon. je comprends pas pourquoi est-ce que le film tourne exclusivement sur le fait qu'elle doit être dans la culpabilité. Ça me saoule. Elle est elle doit être dans la culpabilité quand elle est cette version c'est féminine, la succube. Et à partir du moment où en fait elle est rattrapée par la révélation de se dire que non, je ne peux pas être dans la culpabilité puisque je croque la pomme et j'ai en fait la révélation que les hommes sont tous, tu vois, sont tous mauvais. Moi, je trouve le film d'une bêtise et d'une simplicité, mais c'est affligeant. Moi, effectivement, on va pas le dire parce que Jules nous rappelle effectivement, faut pas spoiler, a tout à fait raison. La fin du film, le climax, mais heureusement qu'il est là parce qu'au moins j'ai pu rire. J'ai pas trouvé ça finot, j'ai pas trouvé ça intelligent, mais j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça drôle parce que c'était inattendu. Tout ce qui se passe avant, mais c'est en fait. Enfin, honnêtement, moi, je ne sauve rien du film. Et la beauté formelle du film que vous avez vu. Je trouve que c'est le néant complet. C'est la photographie publicitaire qu'on peut trouver dans les clips vidéo. C'est tout ce que je déteste. Les pubs de parfum. Dans les pubs de parfum. C'est exactement ça. Dans 2 semaines, on parlera de la beauté formelle, picturale d'un film qui s'appelle Suspiria. Quand moi je vois ça, quand je vois ce film-là, c'est vraiment tous les oripeaux de la fausse mise en scène, de la fausse photographie qu'on trouve voilà chez des Denis Villeneuve, des gars comme ça qui vont nous faire un petit peu des pattes parce que maintenant avec une patine un petit peu sombre, on va rajouter 2-3 couleurs parce qu'on tourne en numérique, on peut donner le sentiment qu'on fait de la mise en scène. Mais non. Enfin, de toute façon, j'ai un problème avec Alex Garland. Je trouve que c'est un auteur prétentieux qui ne raconte rien, qui soulève des problématiques qui pourraient être intéressantes, mais il ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'est pas suffisamment finot. Merci. Bam, dans ta gueule, Alex. Je suis Dans assez nos gueules. d'accord. Qui l'a invité, il avait dit qu'il devait pas participer à la base. Voilà. Mais Ah, je mais lui ai c'est- dit cet c'est pas- après-midi, c'est- j'ai c'est dit pas tu pourras faux, pas hein. résister à rester à l'extérieur comme ça. Il m'a dit Mais c'est- Mais par contre, c'est hyper intéressant ce que vous avez dit parce que c'est un film qui mérite quand même effectivement de discussion. C'est vrai. c'est vrai. Ah, Non, mais merci. c'est vrai, j'imagine que c'est quand même plein de bonnes intentions à la base, quoi. Alors allez le voir si vous avez envie. Et puis voilà, vous allez si vous voulez nous donner votre avis sur ce film-là en commentaire de la publication de ce podcast, pourquoi pas. On en sera content. Et les garçons et dames, on va passer à la rubrique des coups de cœur. Alors, qui veut commencer puisque Loris n'est pas là? Loris, Je vais commencer parce que ça va aller vite et parce que c'est pas un vrai gros coup de cœur. C'est juste que je vais pas grand chose à proposer ce mois-ci, mais j'ai été comme pour beaucoup voir Top Gun, le Maverick. Ouais, et comme on en a pas parlé et on l'a pas évoqué, je pensais qu'on en parlerait, mais c'est vrai que je sais pas si vous l'avez vu. Est-ce qu'il y a des gens autour de cette table? Oui, je l'ai Non. vu. Toi, tu l'as vu? mon fils l'a vu, il a adoré. Ton Moi, fils l'a vu, il a je l'ai adoré. vu aussi. Ouais. Ouais, voilà, pour faire Et simple. j'ai- Alors Tous les gens que je connais, ils ont adoré. Ouais, ben grosso modo, c'est vrai que le retour est quand même très positif. Maintenant, est-ce que ce sera encore à l'affiche longtemps? J'imagine que oui. Oh, je Oui. pense. Oui, Voilà. oui. Bah, écoute, moi j'ai passé un très bon moment dans mon ciné. J'étais content parce qu'ils ont mis le son bien comme il faut. Et dès le début du film, ça m'a pris aux tripes. Je m'attendais pas à être aussi nostalgique. Les années 90. De ce truc-là, ouais. Alors après, attention, hein, il est cheesy quand même parfois. Hein. Il coche les cases, mais alors toutes les cases. Mais par contre, il Oui, le fait mais ça, bien. il le fait bien et c'est dans le, c'est Et c'est ce qu'on attend. Ouais, et, je écoute, pense. et j'ai passé un super moment de cinoche. Et immersif ça m'a au fait possible kiffer. Ouais, moi j'étais en fait. pendant les vols. Mais je pense que ce qui fait du bien aux gens, et Ouais, les et je- dogfights sont sales. Et je suis sont sympas. et clair. c'est très bien que le film marche aussi bien, c'est que juste qu'on est dans une telle ère de franchise, de marvelisation et de tout ce que tu veux. Alors certes, Top Gun c'est une suite, mais j'ai l'impression que ce film-là revient peut-être plus à, tu sais, un genre de blockbuster un peu plus artisanal, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris des cours de pilotage, etc. On passe pas sa vie sur des fonds verts. En plus, voilà, du coup, je pense que c'est, même si après, sans doute que l'histoire est un peu plus plus paramétrée, plus classique, mais je pense que c'est ce que les gens recherchent, et c'est peut-être un vrai appel que Hollywood devrait prendre en considération de peut-être revenir vers ce type de blockbuster fait coups humains.
Ouais, voilà, donc je sais que c'est con parce que finalement il y a pas. Non, mais on c'est va un plus coup s'en de cœur. expliquer plus que ça, mais j'ai vraiment passé un super moment. On peut inviter les auditeurs à y aller parce que moi aussi. Ceux qui ont aimé le 1, j'ai discuté avec un collègue. Et t'es même pas obligé d'avoir on voulu était un pour le non, voir. t'es pas obligé, mais c'est vrai que si parce que lui était par exemple, Oui. c'est un gars qui avait beaucoup aimé le 1, qui est un peu plus vieux que nous, Si. et il était réticent à aller voir le 2. Je lui ai dit que forcément ça pourrait lui faire ça lui ferait plaisir. Pour un con, lui. Mathieu me dit que j'ai pas vu le 1. Si, j'ai vu le 1, bien évidemment. Ah, d'accord. Mais il y a longtemps, hein. Moi je m'attends à ce qu'il arrive comme ça, qu'il nous dise non mais c'est de la merde. Alors, le Attends, retour attends. de la sous-préfète. Il vient, il va de nouveau, Encore une il va fois, de nouveau nous Matt, casser notre délire. Ah, purée. Allez le voir avant que Mathieu vienne. Alors, moi j'en avais parlé avec Loris, j'ai vu Top Gun et lui aussi, et on a adoré Top Gun. C'est vraiment un super film qui est hyper cool, mais en même temps, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, véritablement de mais. Mais en fait, là où tu as raison, je te rejoins, c'est que à l'aune des blockbusters qu'on se bouffe depuis quelques années, forcément, il peut que être mis en avant, c'est forcément un bon film parce on bouffe quand même de la merde depuis de nombreuses années. Donc, quand t'as un Top Gun 2, c'est hyper rafraîchissant. C'est hyper rafraîchissant de voir effectivement des belles séquences tournées dans les avions. C'est hyper rafraîchissant de voir une Jennifer Connelly, mais magnifique à 50 balais. Et en plus, voilà. Un truc qui nous a fait bien marrer avec Lolo, c'est que la meuf, elle est quand même tenancière d'un bistrot, elle roule en Porsche, elle a un bateau. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment dans les tropes, c'est des années 80-90, où il n'y a pas d'accroche sociale. Ah oui. C'est pas besoin, parce que les gens sont hors sol. Pas de souci. Ouais, c'est ce que je dis, en plus, elle a un bateau. Non, mais. Mais oui, mais elle est formidable. Mais en plus, c'est Jennifer Connelly, elle peut tout se permettre. Elle a une petite carrière elle avant est d'être trop belle. barmaid. Ouais, oui. Et après, ça permet aussi de rappeler que Tom Cruise est aujourd'hui, je pense, l'un des rares, voire peut-être le seul, qui peut vraiment capitaliser sur son nom aujourd'hui. C'est vraiment la star. Tom Cruise. En tout cas, c'est un très bon coup de cœur. Oui, merci. Alors, on est tous d'accord. En plus, Ben on oui, l'a quasiment on est tous tous vu. d'accord. Donc, Ouais, faut que j'y aille, moi. Toi, tu même, l'as pas vu. Ah, tu même- dois avoir Men, mais ça t'a pas vu. Non, En fait, ce que je me suis dit J'ai en des le voyant priorités, surtout, c'est que je rappelle à ce que je m'étais dit fut un temps, où c'est-à-dire que la salle ne valait que si l'expérience audiovisuelle s'y prêtait, tu vois, et que ça servait à rien d'aller au cinéma pour regarder des petites productions françaises. Et je suis revenu de ça en disant que non, je préfère regarder finalement des films qui me chamboulent et qui font quelque chose, et où j'apporte de l'argent à des gens qui produisent des trucs qui te font quelque chose. Et on se le disait, combien de fois on sort d'une salle en ayant vu un blockbuster en se disant putain, on a quand même bien vu de la merde et ça nous a rien fait. Là, en sortant de là, je me suis dit putain, je suis quand même content de pas avoir ghosté ce film, tu vois, en me disant et d'avoir profité du visionnage en salle et du son que m'a apporté la salle. Ouais, c'est clairement. vraiment, c'est aussi une expérience en plus, je pense, quand les réacteurs démarrent et qu'il se passe un truc, si le son, et je vous souhaite que dans la salle de cinéma, vous allez le voir si vous y allez, qui mettent le son, quoi. la 4D. Ah, carrément. 4D. Ah, la 4D. Et on n'a pas, on n'a pas, C'est quoi, il y a on n'a pas, on n'a pas de 4D dans la région. On n'a pas, c'est cool. on n'a pas de 4D dans la région. S'écarter. Mais habituellement, les gens qui vont voir de la 4D sont souvent, se disent souvent tout ça pour ça. Et ben les seules personnes qui sont revenues de Top Gun 2 en 4D, ils ont dit que c'était la seule fois où il y a une vraie plus-value. Un ils peu sont comme de tous voir sortis avec Avatar un- en 3D. quoi. Ouais. Avec un pareil. brushing. Parce que moi, le seul film que j'ai vu en 4D, c'était à Europa Park, c'est le truc avec la tortue. Mais ouais, carrément, j'ai pensé la même chose. À part me faire Samy. sursauter 2-3 fois, Samy. À part me faire sursauter Avec le 2-3 tuyau, fois. avec la flotte. C'est ça, c'est ça. J'ai Donc, sauté en tout 3 cas, vertèbres. ouais, bon, ça méritait la salle, quoi. Et je suis content d'être allé le voir en salle, finalement. Bon, C'est le Top Gun à Thomas, 5000 toi, la tortue. tu n'as pas de coup Bah, de cœur. si, pourquoi Ah, tu dis si, que t'as alors coup de si. cœur Bah, je sais pas, je te Bah, vois de pas quoi tu avec. permets de parler à la D'accord. place. Ok, vas-y, Thomas. Ah, moi, je passe. Franchement, mais j'hallucine. Non. Je laisserai Eleonore terminer, je te ferai et puis tu termineras. Donc, je passe à un autre je vais faire court aussi, mais c'est un autre registre, c'est un plus petit film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est un film espagnol. Vous connaissez mon amour pour les films espagnols. Ça s'appelle Compétition officielle. C'est un film avec Penélope Cruz et Antonio Banderas et Oscar Martinez. Et c'est assez passionnant comme film. C'est l'histoire de. C'est un concours d'ego, c'est-à-dire que c'est un milliardaire qui pour marquer l'histoire et le monde va à ses heures perdues vouloir financer un film, et il engage deux acteurs à l'ego démesuré. Donc t'as Antonio Banderas qui fait une star internationale qui roule en Porsche et qui
qui à chaque fois a une autre pépette dans les bras. T'as Oscar Martinez qui a un genre d'acteur un peu shakespearien, un peu très intello, qui se la pète, qui est très très jaloux. Et t'as Penelope Cruz qui est magnifique comme d'habitude et qui interprète une réalisatrice complètement échevelée, un peu lunaire, et qui leur fait faire des exercices pas possibles. Ce qui est passionnant en fait dans le film, en fait si tu veux, c'est un concours d'ego pendant la préparation d'un film. C'est-à-dire que généralement, moi j'adore les films sur le milieu du cinéma. J'adore quand on monte les coulisses du cinéma, mais souvent c'est vrai qu'on va nous montrer les coulisses, le tournage d'un film. Et là on est vraiment dans la phase préparatoire d'un film. C'est-à-dire qu'ils sont en train vraiment de préparer le scénario, de préparer leurs personnages, de trouver leurs personnages, et ils vont user de toutes les bassesses pour essayer chacun de se placer, de montrer qu'il est meilleur que l'autre. C'est un jeu du chat et de la souris, mais délicieux. C'est vraiment, c'est hyper bien interprété, c'est hyper bien dialogué. Je le conseille vraiment. Et c'était très rafraîchissant de le voir justement après le Festival de Cannes, parce que ça se finit en festival, en conférence de presse. Donc c'est très jouissif. Merci Thomas. Alors, il était très bien ton coup de cœur. Merci, tu vois, j'ai un coup de cœur. C'est à l'affiche. C'est à l'affiche depuis le 1er juin. Oui. D'accord. Et ça marche ? Ça marche assez moyennement, malheureusement. Très bien. Ça va cartonner là maintenant. Ça va cartonner. Ouais. Bon allez, à mon petit tour, je réitère un coup de cœur d'il y a quelques mois. Tu recycles tes coups de cœur ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Alors non, dans un premier temps, je recycle. Alors vous allez comprendre. Vas-y. Il va nous reparler de son. Toujours. Il va nous parler de ses vacances au Brésil. Là. Ouais, mais tu t'es attendu. Mais j'y attends. Je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais. Donc je réitère un coup de cœur d'il y a quelques mois que j'ai fait dans une émission, je ne sais plus laquelle. Donc sur la plateforme BrutX, une plateforme du média Brut. Qui est disponible pour moins de 5 €, qui vous propose des films et des séries et surtout des reportages. Et je voulais faire le focus sur un reportage de Brut sur la chaîne BrutX. Alors le reportage, il s'appelle Fixeur. Alors les fixeurs, c'est les personnes dans l'ombre des reporters. Donc généralement c'est des locaux qui sont dans la société civile. Boulanger, je ne sais quoi, et pour ils ont le soit de prendre les armes. En tout cas, actuellement en Ukraine, c'est soit ils prennent les armes, soit ils deviennent fixeurs et donc ils aident les médias internationaux à faire de l'info, de la véritable info. En fait, c'est donc les fixeurs permet donc de faciliter la tâche au quotidien donc sur le terrain des reporters en leur permettant d'avoir accès à des personnes, à des lieux. Mais là, tu fais référence à l'Ukraine, mais de manière générale. Non, mais c'est de manière générale. D'accord, c'est dans ok. toutes les théâtres. Le reportage ne porte pas que sur l'Ukraine. Non, mais il y a là actuellement, j'ai pris l'Ukraine en exemple parce que ouais. voilà, mais c'est le dernier truc. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, c'est les fixeurs qui permet aux journalistes de faire leur reportage et de donner accès Les contacts à terrain. des contacts terrain et qui permet d'accéder à des personnes, à des lieux et avoir des informations. À la source, et donc c'est vraiment des personnes qui prennent autant de risques que les journalistes et même parfois plus parce que eux restent sur place, ouais. alors que les journalistes restent. Ils s'en vont et ils balancent. Les gens rentrent en France quoi, ou rentrent dans leur pays. Donc c'est un reportage de 52 minutes de Charles Villa, qui est reporter pour la chaîne, pour le média Brut, et il voulait rendre hommage donc à travers ce reportage aux fixeurs et qui lui ont donné à lui accès sur plusieurs théâtres de guerre, à des cartels de drogue au Mexique, des prisons pour djihadistes en Syrie, des zones de guerre en Ukraine, des mines de coltan. Alors je vous explique ce que c'est le coltan en République démocratique du Congo. Alors je me suis renseigné, je ne savais pas du tout ce que c'était le coltan, mais le coltan c'est un minerai, pardon. C'est la source la plus importante pour la fabrication du tantal. Et le tantal est réputé pour sa grande résistance à la corrosion et c'est considéré comme un métal précieux. C'est utilisé pour faire dans l'aéronautique par exemple des réacteurs. Bon bref, et c'est vraiment ce minerai-là aussi qui engendre plein de guerres de tribus dans les pays africains, surtout dans le Congo. En tout cas, ce reportage, il est fascinant. Il suit je sais plus les noms, mais des fixeurs en Ukraine, des fixeurs en République démocratique du Congo, en RDC,
au Mexique, etc. Mais c'est passionnant, c'est 52 minutes, mais c'est accessible uniquement en payant. La plateforme, quoi. En payant un accès à la plateforme par mois, c'est C'était mensuel, t'avais dit, c'est ça? 4,90 € ou 4,99 €. Mais il y a des reportages de dingue. Vraiment, c'est vraiment fou. Donc ce reportage, c'est mon coup de cœur. Donc c'est pas vraiment je recycle pas vraiment mon coup de cœur. C'est pas recyclé du tout, en fait. C'est ça. Alors elle Tu l'as mal vendu. Hop là, je retourne ma veste. Non mais voilà. Donc Boutiques, je le recommande. Encore une fois. Et vous avez vraiment des reportages. Et là, actuellement, je vais regarder le prochain là qui est dispo. C'est un reportage sur la culture, donc la culture coréenne. K-pop, ouais. Pas la K-pop en général, mais la culture coréenne. Voilà. Ouais. Donc là, tout le rapport à la bouffe, tout le rapport à la musique, au divertissement. Ça va pas foutu leur bordel pendant la Pixel War surtout. Et etc. Ah oui, j'ai vu ça. Et donc ça, c'est mon prochain reportage. Cool. Ouais, c'est sur la culture coréenne. On nous en reparlera la prochaine fois. Alors. Ah ouais, ça m'intéresse. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Tu nous as teasé sur le prochain coup de cœur, du coup. Non, je le garderai pour moi, ça. Mais oui, voilà, allez-y. Eleonore. Eleonore, elle va parler de One Piece parce que je vois qu'elle a un manga One Piece devant elle. Ouais, mais c'est bien One Piece. C'est une BD de Timothée Le Boucher parce que j'aime beaucoup, comme vous le savez, Timothée Le Boucher. Je vous avais parlé de 47 cordes il y a peu de temps. Et là, c'est Ces jours qui disparaissent. Donc c'est l'histoire de Lubin. C'est un jeune homme qui ne vit qu'un jour sur deux en fait, puisqu'il a un alter ego bien différent de lui et qui veut lui prendre sa place. Et donc c'est en quelque sorte une genre de cohabitation corporelle. Et lorsqu'il se réveille, évidemment, Lubin ne se souvient plus de ce qui s'est passé la veille ou de ce qu'a pu bien faire l'autre qui utilise son corps. Donc évidemment, la situation n'est pas évidente ni pour quoi. Je m'imaginais qu'un des deux était fan de tatouage, c'est chaud quand même. Mais oui, c'est vrai. Et donc la situation n'est pas évidente ni pour ses amis ni pour sa copine, d'autant plus que son autre veut progressivement évidemment lui prendre sa place, le chasser pour lui voler sa vie. Et ce que j'apprécie, c'est le scénario toujours de Le Boucher qui est bien écrit avec toujours ce mélange de récits psychologiques, puisque là on parle un peu, on se demande si le personnage est schizophrène ou pas, et le côté fantastique que l'on reconnaît bien chez l'auteur. La question c'est ça, ça s'inscrit dans un monde fantastique, c'est une histoire un peu fantastique ou c'est vraiment genre une double personnalité ou... on se pose la question, justement. Okay. C'est tellement bien scénarisé qu'on se pose la question. Et c'est pour adultes. Pour adultes, comme d'hab. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un petit pot de nichon? J'ai regardé, il y a des nibards, mais c'est pas aussi porno que le bouquin qu'elle nous avait ramené. 47 cordes. 47 cordes, hein, c'est ça? Oui, mais ça avait rien de porno. Non, rien du tout. Voilà. Non, rien du tout. Je présente pas des trucs porno. Même... ils étaient quand même tout le temps à poil dans ta BD. C'était une métamorphe. Je dis rien. Attends, je viens d'ouvrir le truc, je tombe sur des pots de bêtes, quoi. C'est un bon début. Bon, merci Eleonore pour ce coup de cœur. Merci Thomas d'avoir participé à cette émission. Merci Julien, merci à Mathieu qui fait des apparitions au gré de ses envies. Au gré de ses envies. Qui nous a dit 15 fois dans l'émission. Je ne suis pas censé intervenir, je ne dois pas intervenir, mais. Non, mais je le savais qu'il pouvait pas rester en retrait. Il pouvait pas s'en empêcher. Mais non. Et merci Loris aussi, qui est en régie, qui est intervenu aussi. Merci à vous les auditeurs de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur toutes les plateformes d'écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. Et j'allais dire Spotify et Facebook. Voilà, merci à vous et on vous souhaite à tous une belle semaine. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode consacré au film Suspiria. Il y en a un qui est content. Oui. À bientôt. Ciao. Belle semaine à vous. Bisous. Salut.